Bonsoir tout le monde, bonjour Dimitri, Chantal, Hello, ravi hello. de vous retrouver Hello! pour ce nouvel épisode des workshops de la DeFi de la BBS. Et aujourd'hui, on va parler un peu Madame Irma, puisque la thématique du jour, c'est quelle métrique il faut suivre pour essayer de prédire le succès ou l'échec euh, d'un nouveau token, d'un projet DeFi. Ouais. Quelles sont les métriques qui vont nous donner des indices en fonction de ce qu'elles vont nous raconter sur l'avenir d'un projet. Yes. Yes, exactement. Et- Euh, Par quoi ah, voulez-vous commencer? Tiens, bah, c'était ma question. commençons, commençons par cette question. Du coup, si je vous demande quelle est la première métrique que vous regardez pour justement pour essayer de déterminer ça, c'est laquelle? Le nombre d'abonnés Twitter. Moi, c'est sur la sécurité. Ah, on a perdu Nathan. Hop, là, C'est non, ça, il y avait je suis c'est là, bon, hein. voilà, c'est bon. Regarde, Ok. si, Hop, si je ça. partage, quand je regarde comme ça, Alors, nombre d'abonnés Twitter versus nombre d'abonnés sécurité. Ah là, Twitter, pour le coup, on a deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. ok, Hmm. ouais. Évidemment que si la sécurité a un chiffre bas, elle va tout de suite attirer mon œil. Mais la première chose que je regarde, c'est le nombre d'abonnés Twitter. La deuxième, c'est la quantité de TVL. Et puis la troisième, ce sera la note au centre. Et puis ensuite, je regarde où sont les points faibles. Je clique sur les points faibles pour aller voir ce qu'il y a derrière. Ouais, ce serait ça mes premiers réflexes. Un, 2, 3, 4. C'est ça mes réflexes en fait. Ok, Et, et alors, alors, et toi, Dimitri, le top 3 de Dimitri, ouais, tiens. toi, tu regardes quoi? Des astuces? Non, ce que tu regardes quand tu évalues, au début, quand tu évalues. Ton top 3 des métriques que tu regardes sur un nouveau projet pour Alors, déterminer ce que tu vas en penser. ouais, alors ça va être notamment sur. Bah attends, je vais vous partager mon écran, ce sera plus simple, je pense. Alors, tac. Je t'ai envoyé une demande. Ça devrait être bon, je pense. Ouais, c'est bon. Donc, ça va être dans un premier temps déjà sur. Oh là, ça va descendre en bas. Donc, c'est sur Skynet Certic. C'est l'un des sites en fait qui permet d'avoir une note de triple A à triple D sur la sécurité et la fiabilité en fait du projet. Est-ce que c'est un projet qui est sérieux, qui développe? Est-ce qu'ils ont des audits, etc. Est-ce qu'il y a eu des failles de sécurité? Quelles sont les différentes euh, états de ces failles, si elles sont critiques ou si elles sont que mineures ou informationnelles? Bref, je regarde un petit peu cette page en fait en fonction du projet, en l'occurrence. On peut voir s'il développe ou pas, on peut voir ses fondamentaux, son utilisation, etc. Donc ça, la première, c'est le premier site. Ensuite, si c'est une crypto, moi, je me concentre principalement sur Bubble Map. Bubble Map qui est quand même un outil, je trouve, assez indispensable sur les cryptos en règle générale pour étudier en fait comment cette crypto elle est entre guillemets distribuée sur les différents portefeuilles. Qui détient combien de cette crypto? Euh, voilà, et est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est entre les mains de grosses personnalités ou pas? Voilà, donc je prends l'exemple Uniswap par exemple. Donc voilà, on a une sorte de bulle qui représente en fait bah, un portefeuille en particulier qui détient un certain pourcentage du jeton. Alors là, je vais le mettre en all. On aura un peu plus. Non, je vais mettre en uni parce que voilà. Donc là, je me suis mis en token uni. Donc là, on peut voir eh bien, quel portefeuille détient tant de tokens unis. Donc c'est assez intéressant. Donc on peut voir qu'il y a des bulles seules.
c'est des portefeuilles seuls, et sinon on peut voir des clusters. Donc, en fait, ce sont des adresses qui envoient vers d'autres adresses des tokens. Et, euh, et donc ça, c'est une métrique que je regarde avant de poser le moindre centime sur une crypto. Je trouve ça super important pour savoir si le jeton peut être manipulé sur du court ou moyen terme. Et après, je regarde la sécurité. Et puis après, je regarde les réseaux sociaux en fonction de combien d'abonnés ils ont. Mais effectivement, j'ai pas cette évolution j'ai pas ce visuel d'évolution comme ce que peut avoir Chantal avec ses scores, qui sont d'ailleurs très pratiques, que je regarde aussi de temps en temps. Euh, quand j'ai un doute, j'y jette un petit œil sur les scores de Chantal. Donc voilà. Yes, ça me fait plaisir que tu les regardes de temps en temps. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui les utilisent. C'est une merveille. J'ai C'est, montré ça ici dans les réunions à Dubaï. Quand j'ai montré ça aux personnes qui s'y connaissaient en crypto, ils m'ont dit, mais c'est une tuerie ton truc. Je dis, ah oui, j'ai Non, adoré. c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Et pour avoir fait le test de mon côté, j'ai voulu faire un petit fichier Excel qui se connecte à différents sites pour récupérer de la data. C'est ultra compliqué, c'est ultra complexe. Les API, il y en a à tout va. Ça fonctionne pas. Il faut avoir. Il y a des limites très restreintes. Enfin, les API, ça coûte cher. On peut les voir sur Ça coûte cher. CoinGecko, CoinMarketCap, je crois qu'on est sur du 100 euros par mois minimum. 500 Euh, plutôt, 500 par mois, CoinGecko. 500 par mois, ouais. Donc voilà. Donc la- le prix était enfin, mon prix que j'avais vu était très bas. Donc non, non, ouais, pour le coup, ce que tu as développé, c'est un superbe service en tout cas. Ouais, cool. Merci, merci. Et surtout, en fait, pour moi, CoinGecko, j'ai besoin de beaucoup de calls parce que je mets à jour tout plein de données, des milliers de cryptos chaque heure, en fait. Donc, du coup, Donc ça fait imagine la data en fait qu'il y a derrière, genre le prix en 24 heures ou sur les ATH ou sur la distribution ou sur la quantité de tokens, enfin bref, voilà. En tout cas, Ouais, bon, voilà, juste pour dire que voilà, j'utilise de temps en temps aussi les scores de Chantal, mais j'aime bien aussi faire ma petite analyse à côté euh, oui. pour me faire mon propre avis sur une crypto. Bah ouais, même moi, quand quand j'ai l'intention d'acheter une crypto, je fais des heures et des heures d'analyse en plus de tout ce que j'ai déjà automatisé. Parce qu'après, je vais cliquer sur les liens, tu vois, quand je suis à l'intérieur. Donc, la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est un peu quels sont les paramètres pour savoir si une crypto va plutôt monter ou plutôt descendre en prix. Et Hmm. ça, on ne le sait pas. Non. Mais par contre, on peut déterminer des potentiels en examinant ses qualités et ses défauts. Voilà, donc il faut déjà prévenir ça. À aucun moment, nos outils, ni même, je sais pas moi, ce que tu viens de montrer, Bubble Maps, tout ça, à aucun moment, ça nous dit le prix va monter ou descendre. Ça nous dit Hmm. quels sont les qualités et les défauts. Mais c'est déjà des super infos. Par exemple, si on voit que les baleines commencent à acheter massivement de tel et tel token, on se dit, ah, ils savent quelque chose que je ne sais pas. Et à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller creuser. Ou si on voit qu'il y a plein d'investisseurs qui envoient la crypto vers les exchanges, c'est probablement qu'ils ont l'intention de la vendre. Donc, c'est plutôt négatif. S'ils sortent la crypto des exchanges, c'est plutôt qu'ils ont l'intention de la garder. C'est plutôt positif. Donc, ça dépend aussi si on cherche à faire un investissement long terme ou si on s'intéresse à un investissement plus court terme. Donc, peut-être je vais partager. Moi, là, par exemple, j'ai RSR. RSR nous fait des stablecoins. Et attends, je vais juste récupérer le haut de l'écran, masquer les commandes flottantes. Voilà. Donc, Reserve Rights, c'est un projet qui existe depuis 2019. Il fonctionne très bien. On peut voir dans la TVL qu'il y a plein de gens
qui créent des stablecoins en mettant quelque chose en collatéral, hein, que ce soit des cryptos ou de l'immobilier tokenisé ou des NFT ou Dieu sait quoi. Du moment que ça a une valeur, ça peut être mis en collatéral des stablecoins du moment que les personnes en face estiment que ça a une vraie valeur. Donc là, si je veux en acheter, eh ben, je vais aller analyser tous les points forts et les points faibles. Donc, par exemple, typiquement, je vais aller voir, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de développer sur GitHub? Parce que s'ils annoncent des nouvelles fonctionnalités, ça va faire monter le prix grâce à l'effet d'annonce. Donc, je regarde sur quoi ils travaillent actuellement. Hein, et là où, par exemple, là, ils ont beaucoup développé récemment, cette ligne-là, c'est le code qui est validé pour passer en prod sur une année. Donc, ça représente des commits, c'est-à-dire des validations de code. Hein, et donc, si on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, si on scrolle et qu'on descend un peu, souvent, il y a un texte ici qui est mis en place par le projet. Donc, quand vous arrivez sur la page, vous voyez juste ce qu'ils ont fait là, globalement, si vous voulez télécharger le code. Mais si vous n'êtes pas développeur, il faut scroller un petit peu. Et très souvent, le projet ici a mis des explications à quoi ça sert et comment l'utiliser. Donc là, on peut aller voir sur plein de cryptos qu'est-ce qu'ils sont en train de développer. Alors, si c'est une qui est marquée forked, elle a été forkée, ça veut dire que le code a été importé depuis ailleurs. Donc, il faut plutôt en prendre une où ils ont fait le code eux-mêmes. Voilà, Token Zapper, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils nous développent ici? Donc, déjà, souvent, avec le nom Token Zapper, on peut deviner ce que c'est. Ou alors, faire des recherches par mots-clés sur Internet pour trouver à quelle nouvelle version ça va correspondre. Mais rien qu'en scrollant, ils nous disent qu'est-ce que c'est. C'est une librairie TypeScript qui permet de trouver les meilleurs moyens de faire des swaps. Donc, swap, c'est transformer une crypto en une autre entre n'importe quel token et n'importe quel RT token, R token, donc de leur écosystème pour le protocole réserve. Voilà, donc c'est un outil. Et il nous explique qu'est-ce que c'est, comment l'installer, comment l'utiliser. Ça, pour les développeurs, c'est super pratique. Donc là, on voit, c'est bien foutu, ils bossent, etc. On passe quelques minutes à explorer tout ce qu'ils font et ça nous donne une idée des effets d'annonce qu'on pourra avoir dans le futur. Évidemment, il faut aussi regarder sur leur médium, hein, parce que sur le médium, ils vont publier la roadmap, hein, c'est-à-dire le calendrier de ce qui va se passer dans le futur, et on peut regarder aussi la roadmap du passé pour voir s'ils ont fait ce qu'ils promettaient. Et du coup, on voit les effets d'annonce. Hein. Donc là, on a décembre. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit en décembre? OK. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de développer et qu'est-ce qu'ils viennent de mettre en production? Donc voilà, comme ça, on a déjà des bonnes informations sur ce qui s'en vient au niveau du contenu, du développement. Euh, et puis, on a plein d'autres infos utiles. Par exemple, 302 étoiles, c'est des gens qui les ont mis en favoris. 189 forks, ça veut dire c'est des gens qui veulent utiliser ce code-là chez eux. Donc ça, c'est très... là, c'est vert foncé parce que c'est beaucoup. Les followers, c'est les gens qui veulent être alertés quand il y a un changement dans le code. Voilà, donc c'est très bon signe. Quand c'est vert foncé, ça veut dire que c'est bon signe. Quand c'est vert clair, ça veut dire que c'est bien, c'est nettement mieux que la moyenne. Et quand c'est transparent, c'est le cas le plus fréquent. Mais là, je vous ai montré une crypto qui va super bien. Mais le cas le plus fréquent, c'est qu'il y a beaucoup de choses transparentes, hein, parce que je mets des couleurs que sur les extrêmes. OK, le commit le plus récent, ça veut dire la dernière fois qu'ils ont publié du code pour le mettre en prod. Et le premier commit qu'ils ont fait au tout début, et est-ce qu'ils ont des partenariats avec Chainlink? Oui, ils ont un partenariat avec Chainlink. Donc ça, c'est tout pour la partie développement. C'est une des 6 rubriques, c'est la partie développement. Alors, à quoi sert tac, tac, je cherche. Stablecoin, OK. Project Taking Seriously. Réserve. Bon, là, ils se font de la pub l'un l'autre, mais la question, voilà, le protocole réserve a besoin de prix qui non seulement permet de rester un pour un avec le dollar, un stablecoin doit bien rester à 1 pour 1, mais aussi pour manager le portfolio des tokens en collatéral.
qui permettent de servir de sécurité et de collatéral pour la valeur du token, du stablecoin lui-même qui est en réserve. Voilà, donc c'est à ça que sert leur collaboration. Donc après, ce que je fais quand je vais acheter une crypto, ben, j'utilise tout ce qui est là, mais ça me fait gagner un temps incroyable. En 2 heures, je peux faire ce qu'auparavant je faisais en 20 heures d'études. Parce que j'ai les infos qui sont déjà tout disponibles sous la main. Voilà. Donc là, je vous ai parlé juste d'étudier une des branches, mais il y a 6 branches ici, sans parler des infos qui sont au centre, sans parler de la TVL. Donc, bon, là, je dirais en deuxième, je vais vous parler de la TVL puisqu'on est dans une conférence qui traite principalement de la finance décentralisée. Donc là, je clique sur... alors, si vous n'avez pas accès à mes scores, mais les étudiants de la Blockchain Business School ont accès à mes scores gratuitement pendant 3 mois. Je les offre à la BBS avec grand plaisir. J'adore la BBS. Et comme ça, les étudiants peuvent utiliser mes scores et ça va les aider à progresser. Mais en attendant, si c'est une période de votre vie où vous n'avez pas accès à mes scores, vous tapez defilama.com. Ensuite, vous tapez le nom du token. Donc là, c'est Reserve Right. Ou bien vous pouvez taper aussi le symbole RSR. Non, il préfère le nom. Réserve. OK. Et puis, voilà. Et là, vous voyez vous pouvez vérifier ici que vous avez le bon. Hein, parce que des fois, l'outil n'a pas le même nom que le token, mais avec le symbole, ça aide énormément. Et si jamais vous avez généralement le lien vers CoinGecko ici pour être sûr que c'est le bon token. OK. Une fois que vous êtes sur ce que vous venez de regarder, vous vous dites, OK, lui, il bosse dans quelle blockchain? Alors, j'ouvre ici. Il bosse dans Ethereum, Base et Arbitrum. OK. Surtout Ethereum en matière de volume. Très intéressant. Moi, je suis persuadée que la finance décentralisée Ethereum va nous faire une jolie mini-bulle au printemps. Je pense qu'elle va vraiment retrouver ses lettres de noblesse au printemps parce que les gens en ont marre de de perdre de l'argent avec les mêmes coins sur Solana et qui vont revenir à des choses un peu plus sérieuses. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Dimitri? Tu crois aussi que ça va se produire, ça? Ah oui, carrément. Oui, Carrément. oui. Je Carrément. suis J'en persuadé. parlais tout à l'heure, j'étais en réunion avec Crypto Flash France parce qu'il collabore à mon projet et on discute souvent. Et lui aussi, il est persuadé que la finance décentralisée sur Ethereum, il y a un moment dans les mois qui viennent, quelque part en 2025, où elle va vraiment retrouver ses lettres de noblesse parce que la vraie valeur, elle est là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le projet DeFi de Trump, il a acheté dans l'écosystème Ethereum. Et s'il a acheté du Bitcoin, c'était wrappé pour être utilisé dans l'écosystème Ethereum. Donc, la finance décentralisée Ethereum, il n'y a que ça de vrai. Enfin, il n'y a pas que ça de vrai, mais c'est la meilleure. Voilà. Donc, je disais Ethereum, très bien. Maintenant, on voit que malgré que l'ensemble du marché est énormément descendu, eux, ils sont à peine un petit peu descendus. On peut dire qu'ils sont presque plats en comparaison avec l'ensemble du marché. Hein, parce que si on va voir defilama.com, globalement, c'est pas la joie. Bon. Là, en fait, la pente, elle est beaucoup plus marquée en pourcentage. Et là, elle est moins marquée en pourcentage. Et ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup regarder, c'est les revenus et les fees. Voilà. Donc, si on se la joue cumulatif, alors les fees, OK, et les revenus, eh ben, là, ils sont plats. Franchement, c'est pas joyeux. Et si je regarde ici, OK, donc ils ont engrangé beaucoup de frais de revenus en 2024 et très peu récemment. Donc ça, ils perdent des points là. Ils perdent des points. Ils gagnent des points à plein d'autres endroits, mais sur celui-là, ils perdent des points. Après, parfois, il arrive qu'ils n'ont pas fait l'effort de remplir le formulaire d'IFAILAMA pour dire, ah, on a tel et tel nouveau smart contract, il va falloir vous connecter parce que sinon, vous n'avez pas les infos à jour. Ça peut arriver. Mais voilà, ça, c'est ce que je regarde beaucoup, les frais et revenus.
Euh, Après, le staking, oui, il y en a. OK. Euh, APY. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on gagne en pourcentage lorsque on utilise ce protocole. OK. Et si on veut voir plus en détail, on clique ici sur Yield. Par exemple, ceux qui apprennent la finance décentralisée, ils vont placer du capital pour obtenir un intérêt en échange. Donc, ils veulent savoir quels sont les pourcentages d'intérêt qu'ils peuvent obtenir. Alors, plus les pourcentages d'intérêt sont élevés, plus c'est dangereux. Évidemment, on paye le risque, hein. Mais quand on est compétent, par exemple, quand on a suivi la formation de la Blockchain Business School, quand on est compétent, on est capable de repérer des pourcentages qui sont déséquilibrés dans le sens au pourcentage pour un risque modéré. Par exemple, parce que c'est une nouvelle paire et qu'ils veulent faire la promotion de la nouvelle paire. Donc là, par exemple, on a USD3. S'il est à 5%, c'est sûrement qu'il est un peu plus risqué que les autres. Voilà. Mais lui, il a quand même 35 millions à l'intérieur. Alors, il faut savoir que DeFi Lama se met à jour la nuit. Donc, s'il y a des grandes variations dans la journée, il vaut mieux aller chercher à la source pour vérifier le pourcentage en live. Mais si c'est juste pour avoir une vue d'ensemble, ça convient très bien. Ouais, parce que quand je discute avec Nicolas, encore tout à l'heure, on regardait un pourcentage sur DeFi Lama de AAV. Il a été voir directement sur AAV pour voir quel était le prix du moment. Voilà. Alors, Total Value Locked. Donc là, ce qu'on peut voir en bleu, c'est la TVL, c'est-à-dire la quantité de valeur qui est bloquée dans le protocole. Et en rose, qu'est-ce qu'on voit? C'est combien on gagne si on met de la liquidité dans ce protocole. Et par exemple, il y a eu un moment, fin 2025, où on était presque à 10%, alors qu'actuellement, on est à plutôt autour des 5%. Donc, c'est quelque chose qui varie dans le temps. Voilà. Donc, je reviens à la question, est-ce que ces informations me laissent penser que le prix du token va plutôt monter ou baisser? Eh bien, je dirais que là-dessus, je suis neutre puisque la TVL descend un petit peu et que les fees sont bloqués. Si je veux acheter ce token demain, eh bien, je vais aller sur le site du projet pour vérifier s'ils ont des fees et revenus ou si ça s'est vraiment arrêté de la manière qu'on voit ici. Voilà, ce serait un paramètre intéressant. Pour le reste, la TVL, je la trouve très satisfaisante dans cette période où tout baisse, elle baisse très peu. OK. Donc ça, c'est les paramètres euh, de, de la finance décentralisée. Dimitri, peut-être que tu veux parler encore de quelques paramètres de sécurité. En plus de ceux que tu as vus tout à l'heure, il y en a d'autres qui sont intéressants. Qu'est-ce que tu nous as montré tout à l'heure? Tu as montré J'ai montré Skynet ouais, Certic. Skynet Certic. OK. Alors moi, je rajoute le fait que le GitHub ait été lancé avant la crypto, parce que les scams ne font pas ça. Ils lancent tout en même temps. Le Twitter, le GitHub, la crypto. Des fois, ils n'ont même pas de GitHub, hein, souvent. Le fait qu'il y ait des paires sur Kraken, Binance et Coinbase, je rajoute quelques petits points de sécurité. Parce que si c'est un scam qui n'a même pas de blockchain, évidemment, ils ne pourront pas Mhm. s'interfacer avec Kraken, Binance, Coinbase. Coinbase, Coinbase et Kraken ont un peu plus de points que Binance dans mes scores, mais c'est quasiment pareil. OK. Ensuite, il y a le fait s'ils ont un bug bounty, ça va rajouter des points ici. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un bug bounty, c'est une récompense pour la recherche en fait de bugs à travers par exemple l'utilisation d'une application, par exemple AAVE. Je sais qu'ils ont un bug bounty et ceux qui découvrent une faille en fonction de l'état critique de la faille, eh bien ils sont récompensés par le protocole pour avoir découvert cette faille. Exactement.
Donc, Immunefi, c'est la meilleure plateforme pour les bug bounty. Après, des fois, les protocoles, ils font leur propre bug bounty sur leur site web. À ce moment-là, je leur donne moins de points parce que Immunefi, il y a énormément de développeurs talentueux qui regardent Immunefi, qui regardent, OK, où c'est que je peux trouver des bugs pour me faire un peu d'argent. Et, euh, et donc, quand on est sur Immunefi, on a accès à un pool de développeurs white hat, hein, donc des hackers au chapeau blanc bénéfique, qui est absolument énorme. Tandis que s'il y en a un qui fait son bug bounty tout seul dans son coin, ben, il y a beaucoup moins de développeurs qui vont aller regarder. Il aura accès à un pool de développeurs plus restreint. OK. Là, par exemple, POC required, ça veut dire que le développeur qui a trouvé une faille doit prouver par une vraie fonctionnalité démontrable qu'il a vraiment réussi à activer la faille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, donc il y a beaucoup de bounties. Si je fais explorer les bounties, il y a plein de projets crypto qui ont des bounties chez Immunefi. Hein, on peut scroller, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne s'arrête pas, il y en a vraiment beaucoup. Je sais, j'ai aucune idée où ça va s'arrêter, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est la meilleure plateforme. Ça s'arrête plus. Bon, je vais arrêter parce que c'est presque arrêté. C'est hypnotisant ce truc. Voilà. Donc, je rajoute des points s'ils ont un bug bounty et je rajoute encore plus de points si le bug bounty est sur Immunefi. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Des la points filles aussi. sécurité? Oui, alors des points FI, lui, il nous donne la sécurité du token lui-même, et non pas de l'ensemble du projet, vraiment du token lui-même. Est-ce que le token est assez solide pour pas se faire hacker? Est-ce que le token a une liquidité suffisamment décentralisée? Est-ce que les comptes, les gros comptes ont une liquidité bloquée? Par exemple, ceux qui sont prévus pour des futurs airdrops ou qui ont du vesting, ou ceux qui sont sur les exchanges, etc. Donc, la liquidité qui est vraiment débloquée, eh bien, l'inconvénient, c'est qu'elle est dans les mains de personnes, d'êtres humains qui pourraient vendre d'un coup. Donc, ça augmente les risques lorsque la liquidité est débloquée. Donc, ici, par exemple, pour RSR, je clique sur des points FI. Alors, comment faire si vous n'avez pas mes scores? Vous allez tout simplement sur des points FI / scanner, Enter. Et là, vous tapez le nom de votre crypto. Et vous pouvez, alors sur celui-là, vous pouvez aussi mettre, parce que des fois, il y a plusieurs cryptos qui ont le même nom, ou alors vous n'êtes pas sûr, ou alors ça peut être des faux. Donc là, vous pouvez très bien mettre le numéro de smart contract. Donc je vais sur CoinGecko. Bon, lui, il est sur plusieurs blockchains. Donc là, il va y avoir plusieurs numéros de smart contract. OK, il y en a 4 qui finit par 5D70, 800, 594 et 64A. Donc ici, si je tape RSR, voilà, oh, j'aurais pu taper Reserve Rights. OK, donc on a celui sur Ethereum. Je crois que je vais taper le nom en entier parce que sinon j'ai des trucs qui n'ont rien à voir. Mars Rise. Alors, il y a Base aussi. Ouais. Ouais, on vient de le voir sur CoinGecko. Voilà. Donc ça va être bien. Et alors, ce que je fais, bah, typiquement, là, il y en a deux. Lequel est le bon? Eh bien, celui qui a été annoncé par le projet comme étant l'officiel sur Ethereum, c'est celui qui finit par 5D70. OK? 5D70, c'est le premier. Tandis que celui-là, bah, il a quand même de la liquidité, oui, mais il a un très mauvais trust score et il n'est pas disponible sur CoinGecko, donc il m'inspire aucune confiance. Celui-là est très intéressant. Donc, ce que je fais, en fait, j'importe les données de tous ceux qui ont le bon smart contract. Donc, celui-là, typiquement, je ne l'importerai pas, le deuxième. Mais le premier, troisième, quatrième, cinquième, je vais les importer parce que j'ai le numéro de smart contract. Non, Solana, il n'y avait pas.
OK? Mais le premier, troisième et quatrième, je vais les importer. Et ensuite, celui que je vais utiliser pour mettre ma note et l'afficher dans mon PDF, c'est celui qui a le plus de liquidité. Donc, en l'occurrence, c'est celui sur Ethereum. Donc, celui-là, c'est celui que je vais afficher dans le PDF et c'est sur celui-là que je vais mettre la note. Et si vous allez en direct sur des points Scanner, c'est celui qui a le plus de liquidité que je vous recommande d'étudier le plus. Voilà. Et donc, ensuite, on peut voir. Alors là, quand les alertes sont de couleur verte, c'est pas un problème. Il n'y a pas de vrai problème. C'est juste, une imperfection. Voilà. Mais c'est pas un vrai risque. Ensuite, pour la gouvernance, ça, c'est bon. Ils y ont renoncé. Donc, le risque informationnel, donc il n'y a rien de grave pour la gouvernance. Les détecteurs généraux, voilà, bah là, on est ouvert, c'est bon. Puis après, tout le reste, c'est bon, hein. Tout ça, ça a été testé, tout ça, c'est bon. Ils ont testé tout ça automatiquement, hein. Ils testent plein de trucs. Et encore, là, je suis sur General Detector. Mais si je vais voir, par exemple, celui-là, regardez, il y a encore tout ça en bleu qu'ils ont testé et où il n'y avait pas de problème. Donc, c'est une très bonne crypto, hein. Mais simplement, ils mettent ceux qui sont imparfaits, ils les mettent en haut. La liquidité des tokens. euh, OK, donc là, on a des infos sur les wallets, mais globalement, si on regarde sur la page principale, ici, on voit, donc il y a 54%, presque 55% de la liquidité qui est bloquée. Donc ça, c'est positif. C'est de l'argent qui ne pourra pas être brutalement vendu. Et elle se débloquera selon des règles qui sont inscrites dans un smart contract qu'on peut consulter sur Etherscan. Donc, il y a pas de malaise, ça c'est vraiment transparent. Et puis, Unlocked, ben voilà, il y a 45% qui n'est pas bloqué. Mais là, on voit que tout ça, il y a des coches vertes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci avec la liquidité. Et après, les plus gros propriétaires, et ben celui-là, typiquement, c'est un smart contract. Si on clique ici, on peut même aller consulter le smart contract pour les personnes les plus avancées. Et lorsque la plupart de la liquidité est sur des smart contracts, on sait que ce sont des utilitaires, que ça se débloque d'une certaine manière. Voilà. Donc, ça ne fait pas de souci. C'est le genre de choses qui correspond aux bulles que Dimitri nous montrait tout à l'heure sur Bubble Maps. Voilà. Mm. Donc, après, il faut avoir l'abonnement pour aller sur le scanner pro. Donc ça, la plupart des gens ne peuvent pas le voir. Moi, ça me permet de creuser encore plus les points forts et les points faibles, en tout cas pour ceux pour lesquels des points filles est au courant. D'ailleurs, une petite info pour ceux qui sont en ligne, on n'est pas nombreux, donc je peux me permettre. Des points filles a lancé sa crypto. Et c'est une bonne crypto. Des points filles. Attends, tac. Si je vais ici, attends, je viens d'acheter du des points filles. Là, je viens de racheter du des points filles pour la troisième fois hier soir. Bon, c'est des petites quantités parce que c'est une toute petite crypto minuscule, donc risquée, hein. J'achète 0,5% de mon portefeuille, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'elle a un très beau potentiel. Voilà, donc un petit sucre pour ceux qui nous regardent. Ils sont peu nombreux. Alors, ceux qui nous regarderont en différé, bah, vous verrez bien si son market cap est monté. Là, il y a les infos beaucoup plus détaillées. Voilà. Et puis, ben voilà, là, elle est à 2 millions de dollars de market cap. Vous verrez si elle est montée, c'est qu'on a fait une bonne affaire. Voilà, le petit sucre euh, pour des points filles. Donc, je demandais à Dimitri, qu'est-ce qu'on regarde d'autre dans la sécurité? Il m'a mis le doigt sur des points filles et alors je vais en profiter pour donner l'équivalent sur Solana. Sur Solana, l'équivalent, c'est Sol Sniffer, qui correspond exactement à des points filles dans le sens qui nous montre la sécurité du token lui-même. Solsniffer.com. Si je vais voir, attends, Jupiter, c'est un agrégateur. Le plus gros DEX, Mm. comment il s'appelle déjà? Tu m'aides? Le plus gros DEX c'est Radium sur Répète Solana. s'il te plaît, le son n'est pas bon.
Oh, radium. Ah oui, radium. J'entendais rasio. Voilà, radium, c'est le plus gros DEX. Jupiter utilise énormément radium. Voilà, donc je le prends là. Il a un score de 70 sur 100. Ça va apparaître. Ah, attends, j'ai pas cliqué sur le bon. Alors, je recommence. Radium. Pourquoi il se met sur wallet? Ouais, je veux token. Radium. Voilà. Voilà. Il a un score de 70. 70, donc il est risque médium. Pourquoi il y a des risques? Eh bien, parce qu'il y a un wallet privé qui a une grande quantité, parce que les 10 plus gros wallets ont une grande quantité, les 20 plus gros wallets ont une grande quantité. Il y a une pool de liquidité qui est inconnue. Bon, ça c'est modéré, ça c'est modéré, on voit c'est orange. Mais en fait, il perd beaucoup de points à cause du, du manque de décentralisation. La liquidité est trop centralisée. Alors, il faut savoir que Sol Sniffer regarde sur ce qu'il voit on-chain. Sol Sniffer ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur des exchanges. Donc, il voit quoi? Alors, supply, 500 millions de tokens, liquidité. Ah, il n'y a pas de paire là. Pourquoi il ne monte pas de paire? Je crois Mais qu'il... je crois que t'es pas sur le bon token, Ouais, Chantal. tu as raison. T'as C'est raison. le RAY. Ok, merci. Je me disais bien que c'était pas normal. R-A-Y, il devrait montrer des paires normalement. Hmm, c'est juste mon orthographe, il manquait mon Y, c'est pour ça. Et mais alors, ça veut dire qu'il y a des... Il y a des copies. Ouais, c'est des copies, hein. Faut faire Excellent. super attention. Ouais, 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 mais je reviens à l'idée de tout à l'heure. On va aller chercher radium. Ok, R-A-Y-D-I-U-M. C'est ce que je fais la plupart du temps. Je prends le smart contract en fait. Ok, je prends le smart contract ici. Donc, je clique sur le petit logo copier. Ok, ensuite, je le mets ici. CTRL V. Et comme ça, je suis sûre d'avoir le bon. Et c'est ça que mes outils font par derrière, en fait. Ils n'utilisent que le numéro de smart contract. Ok, donc lui, il est pas bon. Je me rappelais qu'il n'était pas bon. Euh, je me rappelais que j'étais surprise à quel point il n'était pas bon. Et c'est pour ça que j'étais pas étonnée en voyant Radium tout à l'heure parce qu'il a à peu près les mêmes alertes Mhm. que j'ai déjà vues sur le Radium. Hein, Alors les quand mêmes. même, pour je Mais sais il pas si t'as regarde fait tout attention. ça. Regarde, il regarde tout ça comme paire. Il regarde quand même plein de paires. Je sais pas si t'as fait attention, mais le RAI a une meilleure note que le RAY sur Soul Sniffer. Oui, oui, il a 70 et là, il y a 53. C'est enfin, c'est Mais incompréhensible. c'est un... C'est parce qu'ils se sont débrouillés pour avoir. Alors, mais attends, il y a des mèmes qui sont des purs shitcoins de rien du tout, qui arrivent à avoir une bonne note sur des points fi. C'est un truc Parce de que c'est fou. la sécurité du token lui-même. Oui, bah oui. Oui, oui, oui. Ok, donc là, Radium a une mauvaise note. Et si je tire le PDF de Radium, non, je vais peut-être pas le faire maintenant, parce que ça va prendre du temps, mais c'est pour dire, je vois ça sur mon PDF 53, et donc il perd des points de sécurité. C'est con, hein? Et Jupiter, je me rappelle plus à combien il est Jupiter, mais il me semble qu'il était mieux. Moi, j'aime beaucoup Jupiter, hein. Mm. J'en ai acheté, je sais pas où est son prix actuellement. Alors, si je choisis prix ici, si je choisis sur une année, ouh, le prix est descendu, très intéressant là. Peut-être je devrais recharger un petit peu. Hmm, Jupiter, très intéressant. Alors, si je regarde ici, je copie le stablecoin. On regarde ici sa sécurité. Jupiter, token, Jupiter. Ah, moi, c'est pareil.
Ah Il a ouais? les, il a les mêmes risques. Ouais, en fait, il est très, Sol Sniffer, il est très, très dur hein, pour mettre les notes. Tiens, je vais te dire où c'est qu'il a une bonne note, Sol Sniffer. Tac, CTRL F, Sol Sniffer, suivant. Ok. Alors, le score, je vais lui dire masquer ceux qui ne sont pas sur Solana. Ok. Et ensuite, alors, j'en ai combien? J'en ai 1600 qui ont une note sur Sol Sniffer, du plus grand au plus petit. Lesquels ont la meilleure note? Voilà. Bah, il y en a plein qui sont à 100%. Regarde, c'est des mêmes. Ah, quelle horreur. Tu vois, les mêmes, ils se débrouillent pour être à 100%, les doigts dans le nez, parce qu'ils ont libéré, ou enfin, ils se sont débrouillés. Voilà. Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas des mêmes. Mazette. Bon, on va mettre un filtre. Alors, si j'enlève les mêmes, tac, j'enlève les mêmes. Au lieu de 1600, on en a 573, 573. OK. Donc là, les meilleurs en haut, qui ont la meilleure note Solana. Si je mets, mais juste pour la sécurité du token, hein. Si maintenant je mets un filtre qu'ils aient une note globale supérieure ou égale à 70, il en reste 148. 148 qui ont une bonne note. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah là, il y a Wormhole. Ouais, mais il est à cheval sur plein de blockchain. Mais il a aussi une note, une bonne note Sol Sniffer. Mais il a aussi une bonne note chez Des.fi. Il a les deux, lui. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, ceux qui sont qui ont une paire sur Binance. Ceux qui ont une paire sur Binance. Ah ouais, mais attends, parce que j'ai CTRL Z. Non, il faut que je garde les meilleurs en haut. Parce que si je regarde là, un Sol Sniffer, je reviens, CTRL F, Sol Sniffer. Non, parce que j'ai des milliers de colonnes là, hein. Vous vous rendez pas compte, là, la quantité que j'en ai, c'est monstrueux. Et encore, c'est une toute petite portion de ma base de données que j'amène ici. Donc, si ici je dis que je veux seulement ceux qui ont une note au moins 70%, donc je vais mettre un filtre numérique supérieur ou égal à 70%. Tu remarques l'effort, hein, je ne dis pas 70, je dis 70, hein. Il Ouais, en... j'avoue. Il en reste 28 comme une très bonne sécurité. Et si là, je les classe, les meilleures notes en haut, tac, meilleures notes en haut, du plus grand au plus petit. Voilà, très intéressant. Ou alors, on pourrait classer les plus récents. Alors, de Z à A, les plus récents. Qu'est-ce qui a une très bonne note? C'est une usine à gaz, ton fichier Excel. C'est une... non, c'est un filtre absolument génial. Mais Ah il n'y a oui, que ah moi. moi j'adore, mais Ouais, ouais, c'est une ouais. usine à Mais en gaz. fait, tu sais qu'il n'y a que moi qui l'utilise. Je donne accès à personne, personne, personne. Par contre, dans mon groupe privé, souvent, je montre des extraits, hein, et mes apprenants, bon, bah, ils ont accès à un best score 2 fois par jour pour savoir quels sont les meilleurs scores du moment, tu vois. Mm. Et là, il y a 6 pages de tableaux. Donc, il y a 18 tableaux, hein, avec aussi des scénarios et tout et tout. Comme ça, parce que sinon, ils ne peuvent pas deviner lesquels ont les meilleurs scores. Mais je suis la seule à faire joujou avec ce fichier Excel. Sinon, les gens, mais, je veux dire, c'est mon bébé, ce fichier Excel. Je le mets à jour tous les jours et toutes ces colonnes-là, elles me viennent de la base de données. Et avec certaines, j'ai créé des alertes et des tas de trucs ici. Mais voilà, donc je disais, qu'est-ce qui Oui, est vas-y. intéressant ici, qu'est-ce qui est récent et qui a une très bonne traction. Typiquement, celui-là, il a une super évolution du nombre d'abonnés Twitter. Il est seulement à 27 millions de market cap. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je ne l'ai pas étudié, mais il a une bonne note. Si on regarde une qui a une super bonne note et qui, en plus, développe comme des malades, voilà, c'est Carve, que je ne connais pas du tout.
Ils sont sur Base, c'est de l'intelligence artificielle, plus du gaming. OK. Mais ils ont distribué que 19% des tokens. Après, il faut voir quelle est la pente de distribution. Celui-là aussi, il développe bien, Layer 3, mais ça, c'est un. Ils ont dû refaire un rebranding parce que je le connais depuis super longtemps, lui. OK. Il est même déjà venu dans ma vidéo 3F à l'époque où il était moins de 20 millions de market cap. Mais il n'y est pas revenu récemment. Donc, tu vois, il y a des. Le Wormhole, j'ai l'intention d'en acheter, hein. Mais là, il fait que de baisser, donc j'attends avant de l'acheter. Je ne l'ai pas encore acheté. Mais le Wormhole, il est super solide, lui. C'est vraiment une très, très bonne crypto, hein, qui sait faire plein de choses, qui est réellement utilisée. Mais bon, son prix baisse parce qu'il distribue des tokens. Donc, Hmm. il y a un moment, ils seront sous les feux des projecteurs et ça va exploser. Mais c'est pas le moment de l'acheter, il continue à baisser. Regarde, la partie opportunité, elle est seulement à 16. C'est pas bon, ça. Ouais, donc, ouais, je m'amuse, mais tu vois, ce genre de filtre, je fais ça du genre le matin au réveil ou le soir en me couchant. Je fais des filtres selon différents paramètres et je me dis, bon, aujourd'hui, je vais étudier celui-là. Boum! Et je m'amuse à l'étudier pendant, je sais pas, une demi-heure. Et ensuite, je décide si je veux faire une vraie étude. La plupart du temps, je dis non. La plupart du temps, je dis, OK, je me mets une alerte pour lorsqu'il aura atteint tel critère, par exemple dans la distribution des tokens ou dans l'évolution Hmm. des Twitter, lorsqu'il aura atteint tel critère, il va m'intéresser. Donc, je me mets juste une alerte et je l'étudierai au bon moment. Mais souvent, l'alerte, elle va jamais sonner, tu vois. Ou alors, il est génial sur tous les plans, mais j'ai envie de l'acheter seulement s'il atteint tel market cap. Parce que là, il est trop cher en ce moment. Tu vois, ce genre de truc. Donc, je me mets des alertes et le résultat, je m'éclate et je découvre des pépites, mais des trucs que personne n'a vu. Mais je m'amuse comme une folle. Tu sais, enfin bref. Donc, nous étions en train de parler de la sécurité. Donc là, on a une sélection de ceux qui ont une bonne note chez moi et qui ont une bonne sécurité sur Sol Sniffer. Attention, ce n'est pas la sécurité du projet, c'est juste la sécurité du token. Mais c'est déjà ça de prix. Voilà. Ensuite, on était sur, je crois, RSR. Voilà. Donc, je crois qu'on a assez parlé de la sécurité, là. Qu'est-ce que tu en penses? À moins que tu as autre chose en Ouais. vue. Non, non, non. Je trouve que Non. c'est bien complet. Si vous avez Ouais. des questions, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Ouais. Ouais, On- attends, arrêtez le Il faut partage. savoir que, alors, Nathan, tu me dis, hein, mais actuellement, je crois que c'est le dernier live. Ouais, c'est le dernier des 10, ouais. Yes, ouais, c'est le dernier effectivement qu'on avait programmé à l'avance. Après, je pense qu'on aura de quoi. On aura de quoi en refaire, en refaire d'autres. Je me rappelle que notamment on en avait fait un sur l'impact de Trump et des USA parce que au niveau de l'actualité, Ouais. c'était plutôt à ce moment-là ce qui faisait sens. Mais typiquement cet épisode-là, on devait plutôt le consacrer à l'Asie. Et donc voilà, je sais que Chantal avait à cœur de nous parler aussi de l'impact de l'Asie sur les projets DeFi, parce que bah il y a pas que l'Europe ou Ouais, mais il n'y l'Amérique. en a pas pour, il y en a pas pour 2 heures de temps, je pense. Ok, Euh, bon bah voilà. je Non mais peux même faire euh, un résumé là maintenant en 10 minutes si vous voulez, l'impact de l'Asie. bah terminons peut-être sur la thématique du jour quand même. D'accord. Par contre, si on Mais oui, refait une effectivement. série, si on refait une série avec la BBS, volontiers, je trouverai toujours un moment pour la BBS, j'aime beaucoup la BBS. Mais si on fait ça, on pourrait peut-être le faire au sujet d'autre chose que la DeFi, au sujet Bien sûr. d'une autre de vos formations. Par exemple, bah, typiquement la formation crypto, comment elle s'appelle déjà? La formation où on a les workshops. Pardon, où on a le coaching. Oui, ok, oui, la formation, ouais, comprendre les cryptos et la Hein. blockchain, où on est là, pas dans un Voilà. objectif professionnel, mais vraiment personnel, juste de comprendre, de découvrir tout ça, Ouais. sans avoir envie d'en faire un métier, Métier. mais par contre, voilà, qu'on veut être au fait de ces choses-là. Et donc, effectivement, c'est Dimitri et toi qui assurez les séances de coaching individualisées, voilà, puisqu'on a un fonctionnement comme ça maintenant. Voilà, on n'a plus un système de live en collectif. On en fait toujours, on invite des professionnels, etc., pour parler d'une thématique, mais pour l'accompagnement pour les cours, pour le complément des cours, c'est des séances
en one-to-one. Et voilà, vous avez David et Guillaume en ce moment. Ouais. Donc oui, en effet, c'est Donc euh, là, on pourrait très bien faire des lives sur les mêmes thématiques que les cours, en fait. ouais, tout à Tu fait. vois. Donc, on prend les différentes vidéos, on a les différents chapitres et on a des chouettes thématiques là-dedans parce que c'est un chouette Mm. cours. D'ailleurs, tu peux montrer la table des matières là, Nathan? Yes, je vais ouvrir ça tout de suite. Et puis ceux qui Hop. nous regardent, peut-être ils seraient intéressés aussi. Hein, pour eux, on est dans l'année de la bulle. C'est le moment de se préoccuper de ça. Hein. C'est le bon moment. Hein. Ça Ouais. m'énerve d'ailleurs chaque fois que je pense aux mass médias qui font la pub pour les cryptos tous les 4 ans quand les prix sont beaucoup trop hauts et qui disent d'acheter des cryptos. Et là maintenant, ils ne le disent pas. Ils font que de critiquer Trump. Ok, alors je vais partager mon écran. Merci pour l'URL. Comprendre, voilà. Ouais. Ah oui, comme ça, c'était comme ça les personnes qui nous suivent ont aussi l'URL pour aller directement sur le site. Moi, je cherche Hop. la table des matières. Ouais, bah, juste en dessous, là, voilà, là, il y a les objectifs, et puis après, tu as la partie programme. Voilà. Ok. Donc, par exemple, sur Bitcoin, on pourrait expliquer comment Bitcoin est utilisé, les wraps et tout ça. Ouais. Et la communauté Bitcoin, moi, j'ai été habiter 5 semaines au Salvador, j'ai tout payé en Bitcoin avant que ça soit la mode, hein, c'était il y a 2 ans. Et je peux partager ce que j'ai vécu, je peux même montrer des images. Je Ah peux ouais, ce raconter serait top, ça. comment on paye en Bitcoin. Je peux raconter la communauté des Bitcoiners, comment ils le vivent, comment ils sont d'ailleurs extrémistes. Hein, c'est presque. Enfin bref, je peux raconter des anecdotes. Et, et je peux recommander les vidéos d'Andreas Antonopoulos parce que lui, c'est un vrai de vrai. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Bitcoin. Ensuite, Ethereum, ben voilà, on peut, voilà, avec la finance décentralisée, mais pas que, on peut expliquer Bitcoin. Je veux dire, Bitcoin, c'est la finance inarrêtable et Ethereum, c'est le code inarrêtable. Et donc, c'est complémentaire. Et là, il y a plein de Mm. trucs à dire aussi sur Ethereum. Là, c'est même pas la peine de vous expliquer. Les cryptoactifs, ben, c'est l'autre. On peut montrer, par exemple, comment suivre des cryptos sur TradingView, comment avoir une vue d'ensemble avec Others ou avec Total 3. On peut montrer plein de trucs au sujet de l'ensemble des cryptos, comment savoir si on est en alt season. D'ailleurs, petit spoiler alerte, euh, l'outil qui a été popularisé par CoinMarketCap tout récemment, c'est de la M. Hein, c'est de la M. Il annonce que l'alcool season était en été 2024 alors qu'elle était mi-mars. C'est un outil qui est hyper en retard parce que c'est une moyenne mobile. Enfin bref, donc j'ai plein de choses à dire sur les cryptoactifs et Dimitri aussi, il a plein de choses à dire. Dimitri, il accompagne des tas d'apprenants, il a de l'expérience, il sait exactement quelles sont les souffrances des apprenants. Donc lui aussi, il pourra te donner plein d'infos utiles. Après, la finance Carrément. décentralisée, ça non, puisqu'on vient de faire toute une série de 10 séminaires sur le sujet. Donc là, tu peux même balancer nos webinaires, nos 10 webinaires dans cette partie-là, si tu as envie de leur donner accès. Et puis, la réglementation, oui. Alors, j'ai fait beaucoup de choses sur la fiscalité pour mes apprenants. J'ai interviewé des spécialistes, 2 spécialistes en fiscalité de Paris, aussi au sujet de l'expatriation. J'ai interviewé un spécialiste suisse et dans mon prochain live du groupe privé, je vais interviewer un spécialiste belge. Donc, et puis en plus, j'ai une étude que je remets à jour chaque année qui résume la fiscalité des 10 pays principaux dans lesquels sont mon audience. Donc, ça, je peux volontiers le partager en live aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, on peut dire un 2 3 non, un 2 3 4. Là, on peut en faire 4. Ça, c'est sûr. Ouais, peut-être que j'étais en train de me dire aussi, peut-être qu'on pourrait faire au moins un live, peut-être plus, là, à voir selon ce que vous estimez. Mais pour explorer en fait les différents écosystèmes sur lesquels on peut faire de la DeFi. Parce qu'on parle beaucoup d'Ethereum,
Alors, vous avez souvent parlé aussi un peu de Solana sur les workshops DeFi, mais peut-être que ça pourrait être intéressant aussi d'aller explorer d'autres écosystèmes pour, voilà, pour montrer que bah, de la DeFi, on peut aussi en faire sur d'autres blockchains, hein. Il y a Cosmos, Polkadot, voilà, là, tu es sur Sui. Mm. Moi, je suis Donc, bullish sur le lending sur Sui. Je suis bullish sur le lending sur Sui. Swiland, Navi, Scallop. Scallop SCA, je viens d'en racheter hier soir d'ailleurs. Il a un prix incroyable. ah, tiens, il y a Jean-Louis qui nous pose une question, Ouais. qui voudrait savoir. Alors, je pense que c'est une des thématiques du moment, une des questions du moment. Est-ce qu'on est dans un simple grand nettoyage ou est-ce qu'on est aux prémices d'une tendance baissière? Ok, alors ma réponse, c'est relax. On est début 2025, on n'est pas fin 2025. Et clairement, on a une bulle qui ressemble beaucoup plus à 2017 qu'à 2021. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Dimitri? Ah oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est les soldes et je rachète. Voilà. Ouais, absolument. Moi aussi. J'ai fait 5 achats hier soir. Bah, moi, je C'est rachète sur les plus grosses cryptos, mais après, voilà. Oui, moi j'ai acheté un peu. Il y a des grosses et des petites. Il y a les deux que j'ai racheté. Comme grosse, qu'est-ce que j'ai racheté comme grosse? Il y a Euler et PEAQ, P-E-A-Q. Je suis très bullish sur PEAQ et actuellement son market cap est à 91 millions de dollars. C'est incroyable qu'il soit descendu en dessous des 100 000. 100 millions. Vraiment, il mérite tellement mieux, hein. C'est le layer one des Dépines. Puis j'ai racheté aussi du Pixels parce qu'il y a vraiment plein de gens il y a plus de 200 000 joueurs par jour qui jouent réellement sur Pixels alors que le prix s'est effondré. Ils viennent là pour le jeu. Ah oui, mais Ok. bon, la thématique gaming. Ouais, C'est comme partout, hein, il y a il y a de la haine, mais il y a aussi une tendance de fond qui va se développer. ouais, Et d'ailleurs, quand on voit, bah tiens, on parlait de l'Asie tout à l'heure, quand on voit le poids du e-sport en Asie, parce que pour le coup, en Asie, ça n'a pas du tout la même dimension que chez nous, le e-sport, hein. Ils ont des superstars qui sont payés des salaires de footballeurs pour jouer dans les équipes de leur ligue, etc. Il y a des compétitions nationales, des championnats du monde. Le gaming Web3 enfin, en Asie, enfin, c'est typiquement une région du monde où cette narrative-là euh, pourrait prendre et pourrait monter. absolument. Et ça fait tout de suite des très gros volumes et des très gros mouvements dès que ça marche en Asie. On a vu avec Ton, euh, les petits jeux sur Ton, hein, le Tap to Earn et tout ça. Les volumes que ça fait, c'est monstrueux. Et au moment où ça va reprendre, d'ailleurs, je suis toujours bullish sur l'écosystème Ton, hein, et Ton fait partie de mes 8 grosses cryptos, même s'il n'est pas du tout sous l'effet des projecteurs. Donc, Eh, tu parlais ça va de, exploser sur Ton et tu sur le gaming. parlais, tu parlais de Peak. Oui. Peak, là pour le coup, on est sur l'écosystème Polkadot, sauf erreur de ma part. Euh, On est sur tous les écosystèmes, hein. Puis qu'il est. Attends, alors je vais juste ouvrir. Alors, si on parle du token lui-même, attends, je vais l'ouvrir pour vérifier. PEAQ, parce que j'ai peur de confondre avec un autre. Voilà. Alors, alors pour le token, je crois qu'il faut je crois- effectivement, il a été développé avec Subscan, donc il est effectivement développé avec les outils Polkadot. Donc ça veut ouais. dire qu'il est compatible avec tous les. Et attends, son market cap est encore baissé là. Oh là 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 là. Bon, si ça baisse encore, j'en achète plus. Il est parce que j'avais dit si son FDV, Fully Diluted Valuation, descend en dessous de 600 millions, alors j'en achète. Parce que là, je suis sûre de faire un minimum x 10, mais même beaucoup plus. Et là, il est largement en dessous, hein. Son FDV, il est à 520.
Donc, ouais. Donc, oui, Polkadot, l'avantage, c'est qu'après, c'est compatible avec toutes les blockchains. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi Polkadot. En plus de ça, sur Polkadot, il y a des développeurs de malades. Ils sont là pour la tech, hein, les mecs. Mais ils développent, mais des... Ouais, bah Polkadot, Polkadot, tu parlais de tonnes tout à l'heure en disant ils sont pas sous le feu des projecteurs. Ouais. Polkadot, Polkadot, c'est exactement ça, hein. C'est un Ouais. écosystème qui est pas vraiment sous le feu des projecteurs. T'as beaucoup de Pour gens la qui disent seule non, boîte. mais t'as beaucoup de gens qui disent ouais, mais bon, c'est déjà là depuis plusieurs années. C'est mort. Il y a plus de traction, etc. Ils ont eu deux problèmes, Polkadot. Le premier, c'est que lors de la dernière bulle ou vers la fin 2021-2022, leur SDK, qui permet de développer par-dessus, voilà, il était sans cesse en changement. Et donc, les projets qui développaient dessus, ils passaient en testnet, ça marchait, ils voulaient passer en mainnet, en production, et boum, ça marchait plus parce qu'il y avait un changement dans le code derrière. Donc, pour finir, il y en a qui sont carrément partis sur Polygon. À l'époque, c'était sur Polygon. euh, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et ils disaient, on adore l'écosystème Polkadot, mais on reviendra plus tard. Donc, il y a eu ce problème-là. Et puis, le deuxième problème, c'est que les mecs, ils sont là pour la tech. Ils sont pas bons en marketing. Tandis que l'écosystème Ton, là, eux, quand ils se mettent à faire du marketing, punaise, ils sont bons. Tu regardes les tap to earn, les volumes qu'il y avait, ils se sont fait, ils se sont fait un fric d'enfer en faisant des deals avec les exchanges parce qu'ils ont envoyé des millions de gens sur les exchanges. C'est un projet, ils ont plus besoin de rien là, les tap to earn. Donc, il y a un moment, ça va refleurir. Mais dès qu'on va parler tonnes, gaming, euh, et Asie, ça, c'est le trio de la mort. Ça va exploser tout d'un coup, quoi. Donc, on a Cédric qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du projet Pi, qui est Pi. très développé en Alors, Asie. Pi distribue plus que ce qui rentre. Donc, je pense que c'est un Ponzi. Mais c'est un Ponzi avec lequel on peut faire de l'argent. Ils ont une vraie blockchain. Ils ont une vraie blockchain et s'ils font un bon marketing, ça peut encore monter ou pas. Mais par contre, il faut surtout pas prévoir d'investir ça sur le long terme et il faut mettre des stop-loss parce que ça n'a aucune valeur derrière. Je regardais encore, je le regardais avant-hier, j'ai pas compris à quoi il sert. J'ai été lire le site web. J'ai pas compris à quoi il sert à part miner. C'est comme si on avait un Bitcoin, mais qui sert à rien d'autre qu'à faire du minage. Et on pourrait même pas l'utiliser pour, je sais pas, bah, tout ce qui existe avec Bitcoin, hein, les paiements et tout ça. Donc, euh, j'ai pas compris l'intérêt de Pi alors que j'étudie des projets crypto toute la journée. J'ai pas compris son intérêt, à quoi il sert, à part se faire du fric en parrainant des gens, ce qui est typique d'un Ponzi. Attention, un MLM n'est pas forcément un Ponzi. Un Ponzi, c'est quand il distribue plus que ce qui rentre. Et donc, quand il y a moins de rentrées, ça s'écroule. Donc, on verra bien ce que ça donne avec Pi. Mais j'en ai pas. Et si j'en avais, je mettrais un stop loss, hein. Moi, j'y touche pas. Moi, c'est comme la peste. Ça reste en dehors de ça. Pas C'est même même avec un avec un bâton. bâton, j'y touche pas. Ouais, C'est voilà. ça. Je préfère les mêmes coins que Pi. Voilà, clairement. Non, mais Ah ouais, attends, carrément. il y Ah a ouais, des gens, ouais, non, j'y il y a touche des pas. gens qui ont pu encaisser des sous et puis ça les a bien arrangés et puis ils ont peut-être acheté du AAV avec ces sous-là. Puis ils ont vendu leur Pi qu'ils avaient reçu gratuitement. Il ne faut pas cracher dans la soupe, hein. Peut-être qu'il y a des choses bien quand même. Tu sais, comme dirait Oui, Nantec, respect the pump. oui, je suis d'accord, mais Il a bon, étonné tout le monde, Pi, en sortant une vraie blockchain, quand même. Il faut le dire. oui, mais On c'est pensait quand qu'il même un sortirait même scam. pas une vraie blockchain. Hein? On pensait qu'il sortirait même pas une vraie blockchain. Ah Et oui, ils oui, ont sorti une clairement. blockchain. Ah Donc, oui, ils ont clairement. battu tout le monde. Ça reste qu'il n'y a rien derrière au niveau utilité, à part se faire du fric en parrainant des gens. Mais ils sont bons.
pour motiver les gens à parrainer d'autres gens. Donc, voilà, faut juste, c'est leur use case, quoi. Pas faux. Finalement, c'est pas moins respectable qu'un meme coin. Ah oui, tout à fait. À partir du moment où tu as une blockchain, tu as quand même des valeurs Ouais, enfin, t'as de la valeur fondamentale derrière. Donc, ouais. entièrement d'accord. Mais quand mon fils m'a dit qu'il avait téléchargé Pi sur son téléphone, je lui ai dit, est-ce que tu es capable de faire des paiements crypto depuis ton téléphone ou est-ce que le téléphone te sert juste à valider une transaction que tu fais sur l'ordinateur? Il m'a dit, je suis capable de faire des paiements crypto sur mon téléphone. Je lui ai dit, ben, dans ce cas, il suffit qu'il y ait une version buggée de Pi et Pi pourrait peut-être faire des paiements crypto à ta place et te piquer tes sous. Ouais. Donc, il faut juste faire gaffe à ça. Donc, j'ai vérifié qu'il avait bien le 2FA partout et tu sais, le Face ID. Mais là, d'ailleurs, je ne te vois plus. Hein. T'es tout coupé. Je sais pas ce qu'elle a, ma caméra est bug. Je regarde ce Ouais. qu'elle a. Ouais. Euh, voilà, et donc ça le protège. En plus, il est sur iPhone, ce qui est quand même plus sécurisé que les autres marques de téléphone, parce qu'il laisse pas passer une version dangereuse en théorie. En théorie. Voilà. Mais si j'avais Pi sur la même machine avec laquelle je fais mes transactions, ben, je serais pas sereine. Hein. Parce qu'au moment où tu publies la transaction, ils peuvent, s'il y a une version buggée, une version plutôt scammer, eh bien, ils peuvent aller te changer ce que tu publies comme transaction, alors que tu crois avoir validé la bonne transaction. Eux, ils te changent le truc par derrière, s'il y a un virus dedans, et boum, ils s'envoient l'argent chez eux. Hmm. Ouais, non, c'est clair. Très artistique ce qu'on voit dans ta... Je sais pas ce qui se passe avec ma caméra, c'est super pénible. C'est Ouais. horrible. Bon, pas de souci. Ok, donc ça, c'était pour répondre à la question sur Pi. Euh, voilà. Ensuite, alors, on revient à la question comment savoir comment juger si une crypto a plutôt un potentiel de hausse ou plutôt de baisse? Est-ce qu'elle a des paramètres positifs ou négatifs? On va peut-être explorer les autres paramètres. Hein. On s'en est déjà fait plusieurs. On s'est fait sécurité, technologie, la TVL. On s'est La fait tokenomics? aussi, on a, est-ce qu'on a fait la tokenomics? Pas, on a fait, ouais, brièvement. Alors, on n'a pas tellement fait la tokenomics. Euh, Attends, qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à montrer sur la tokenomics? Tiens, montrons Solana. OK. Alors, je vais passer en partage d'écran. Pendant ce temps, comme ça, tu peux régler ta caméra. OK, bien. Alors, attends, je vois juste qu'il y a deux questions et réponses. Ah, Cédric dit, euh, Pi avait l'idée de développer une plateforme d'e-commerce afin que les gens puissent vendre des biens ou services en échange de Pi, avec potentiel plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, surtout en Asie. Ben, oui, il y a plein de projets qui ont des marketplaces. On verra si Pi veut sortir une marketplace lui aussi, pas de problème. Je leur souhaite plein de succès. Personnellement, un projet qui m'intéresse pas tellement. Mais pourquoi pas, hein. Je veux dire, tous les projets méritent leur heure de gloire, du moment qu'ils sont honnêtes. Alors, ensuite, il y a Partia qui demande qu'est-ce que je pense de Plume et de Vic. Alors, attends, j'arrête le partage, je vais voir si je peux, si ça marche. Plume, tac, Vic. On va voir, oui, ça marche. J'avais une erreur tout à l'heure sur ma plateforme, mais ça s'est très vite arrangé. Ok, j'ouvre Plume, j'ouvre Vic. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, est-ce que c'est le bon? Plume? Non, c'est pas celui qui est indiqué. Parce qu'elle a mis RWAFI. Ah, d'accord, moi quand je mets en parenthèse, c'est le symbole. Mais là, elle voulait parler du narratif. Ok, alors je vais vite regarder ces deux-là. Partager. Ok, alors j'agrandis Plume. Voilà.
Ok. Alors, Plume, il a une note de 76, c'est pas mal. Il a une étude fondamentale de Token Metrics assez récente. Donc ça, pour avoir accès à ça, je paye 1 800 $ par année. Euh, donc Plume, il a une note de 75%, c'est pas mal. Euh, ok, ben peut-être je vous laisserai faire arrêt sur image ou faites des copies d'écran si vous voulez lire ça. Sinon, vous regarderez le replay avec arrêt sur image. Donc, ils ont des, des outils intéressants. Ouais. Le token lui-même, gas fee. OK, il sert à payer le gaz, gouvernance, staking, écosystème, liquidity. OK, donc c'est surtout intéressant. Ce qui fait la force à l'achat, c'est surtout le gas fee. Parce que staking, ben, on distribue des tokens en récompense du staking, donc ça fait une pression à la vente. Un écosystème liquidity. On peut le mettre en collatéral, ça ralentit la circulation, donc ça ralentit les ventes, c'est pas mal. Les investisseurs, Galaxy, je connais les autres, je ne sais pas trop, bon, c'est écrit un peu petit. Ok, donc ça, c'est l'analyse de Tokenmetrics. Si Tokenmetrics a pris le temps de faire une analyse, ils en font tout plein et ils en publient peu. Ils nous en publient juste quelques-unes par semaine, mais pas tant que ça. Donc, s'il y a une analyse de Tokenmetrics, c'est bon signe. Ensuite, le nombre d'abonnés Twitter, il est stable. C'est tout récent, hein, très, très récent. OK. Ouh, il a déjà 274 millions de market cap et elle a distribué que 21% des tokens. OK. La TVL, elle est quasiment à zéro. 0%. 0,00 quelque chose pour cent. Donc la TVL, on peut l'ignorer. En même temps, elle n'a pas pour but de faire de la finance décentralisée puisque c'est du real world asset. On verra, on verra. Mais ça me surprend pas. Ça m'inquiète pas qu'elle ait si peu de TVL. Elle perd un petit peu de points en liquidité, mais pas grand-chose. OK. Elle a quand même une très bonne liquidité. Ouh, elle est déjà sur 8 exchange tier 1. C'est bien ça. Elle a même déjà des produits dérivés. Elle a des gros volumes. OK. Alors, là, le point faible, hein, la plus basse note, c'est la distribution des tokens. Donc, elle a distribué 21% des tokens. Sur les 3 prochains mois, elle va distribuer 15% de plus par rapport au market cap actuel, au nombre de tokens libérés actuellement. Et sur un an, par contre, là, c'est rouge. Elle va libérer plus de 113, elle va rajouter 113%. Donc, ça va plus que doubler. Ouh, c'est un peu pentu là. Mais bon, c'est très Mm. souvent le cas dans les nouvelles cryptos, hein. Il faut bien qu'ils distribuent leurs tokens, les pauvres. C'est pas évident quand tu es dans la peau d'un chef de projet blockchain. Il faudrait peut-être que je ferme quelques. Sinon, ça devient lent. Quand je suis sur Zoom, il faut que je ferme quelques fenêtres. Ok. Attends, ça c'était Reserve Right. Voilà, là, ça devrait aller là maintenant. Vas-y, vas-y, charge. Ok, c'est Chainbroker qui a un problème. Ou alors c'est peut-être que des fois, ils ont un testeur qui regarde, parce que c'est un testeur anti-bot, qui regarde si la personne est en ligne ou pas. Parce que si on met le focus sur un autre onglet, ils peuvent le repérer. Il y a quelques sites qui font ça. Non, mais franchement, il n'est pas en forme, Chainbroker. Plume, Plume Network. Ah, voilà, ça y est. Ok, donc ça, je peux fermer. Alors, Plume Network a distribué 21%. OK. On ne connaît pas les prix de la private sale et de la public sale. OK. Ils ont vendu pour 20 millions en série A. HK Capital, il est connu. Galaxy Digital est très connu. OK. En seed round, ils ont vendu pour 10 millions. Donc, ça, A Capital doit être tellement content. Oh, ceux qui étaient en seed round, ils ont remis une couche. Ça, c'est bon signe. OK. OK, ça, c'est juste une vue d'ensemble. Alors, ils ont une note de 48 sur 100 pour ceux qui les suivent sur Twitter.
Ok, et ils sont au début de la distribution. Ouf, regarde-moi cette pente. Oh là là. Wow. Bon, alors, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire parce que des fois, tu sais, c'est en dos d'âne, arrondi, arrondi, Hmm. et ensuite ça se calme. Tandis que là, si on regarde jusqu'à la fin de l'année, si on regarde bah, sur un an, on ne sait pas très bien si la pointe de bulle sera fin 2025 ou début 2026. Moi, je pencherais plutôt pour fin 2025, mais il y a des experts hautement respectables qui estiment que ce serait plutôt début 2026. Mais si on regarde sur une année, la supply, elle passe, alors là, c'est 4,5 billions de tokens, donc milliards, alors qu'actuellement, on est à 2,1. Donc, elle va faire plus que doubler. Ah bah oui, c'est ce qu'on a calculé ici, hein, plus 113%. Et alors, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, ils en ont reçu très peu actuellement. Euh, et là, il y a des nouveaux portefeuilles qui vont commencer à recevoir. Mais Et comment ça se fait typiquement, que... Attends. ouais. Ah non, j'ai rien dit. Excuse-moi, autant pour moi. Excuse-moi d'avoir Et coupé. typiquement, la team, c'est des mains faibles. Eux, ils ont tendance à vendre. Ils n'ont rien payé pour ça. Ils ont payé de leur temps, oui. Mais la team, c'est des mains faibles. Ils ont tendance à vendre. Et eux, ils ont encore quasiment rien reçu. Euh, En bleu, c'est Early Supporter. Donc ça, c'est ceux qui ont, c'est la Love Money ou les tout premiers, c'est Seed en fait, c'est les tout premiers. C'est eux qui vont recevoir. Et en général, s'ils sont déjà bénéficiaires, ils récupèrent la mise de départ, ils vendent une partie au début, euh, puis ils gardent le reste pour le long terme s'ils pensent que C'est... ça. Mais là, il y a C'est... une trop forte pression. Ouais, c'est étrange quand même. Ils en reçoivent quand même tout le long du projet du token. Non, non, regarde, il y a quand même un blocage, un lock, 6 mois, tu vois, 6 mois cliff, hein. Il y a 6 mois de blocage où ils reçoivent rien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ils vont recevoir toute la durée Oui, de pendant distribution des 30 tokens. mois. Ils reçoivent un petit peu chaque mois pendant 30 mois. Ok, mais il y a certains projets, en fait, ils les bloquent, mais il y en a d'autres qui continuent. C'est étrange. Ok. Ouais. Donc voilà. Écosystème, si c'est bien géré, ça me fait pas peur, mais c'est beaucoup moins pentu. Ouais, donc je pense que là, ça veut dire que Plume, les périodes où ils seront pas sous les feux des projecteurs, le prix va descendre dans les périodes où ils sont pas sous les feux des projecteurs. Donc, parce qu'il y a cette distribution de tokens. Donc, peut-être le prix va monter quand même s'ils sont très bons en marketing, mais il va quand même y avoir une chute due aux ventes. Donc, si le prix monte un petit peu, eh ben, c'est déjà bien parce que c'est comme de nager à contre-courant. Tu dois mettre beaucoup plus de force pour faire monter le prix. Si le prix monte un petit peu malgré la distribution des tokens, ça veut dire qu'il serait monté beaucoup sans la distribution des tokens. Mais dans les périodes où il n'est pas sous les feux du projecteur, il va descendre en diagonale euh, à cause de la distribution des tokens. Voilà. Mm. Donc, mais ça, tous les jeunes projets, ils ont le même problème, hein. C'est ça le souci, quoi. Autrement, des points FI, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ça, c'est sur Ethereum. Je le vois avec le 1 qui est dans l'URL, là. OK. Et puis... Ah, ouais, il y a deux risques rouges, là. Ouf, c'est pas bon, ça. Ah Proxy, oui. on peut upgrader le proxy. Quel est le genre de risque? Il nous donne un exemple de hacks qui ont eu lieu avec ce risque-là. Et ils nous disent même quelle est la fonction qui est dangereuse. Et il y a le risque de rug pull, c'est-à-dire ils peuvent partir avec la caisse. La liquidité n'est pas bloquée. Donc, ils peuvent aller prendre la liquidité qui se trouve sur les exchanges décentralisés et partir avec. Et du coup, tu as tes tokens, mais tu peux plus les vendre parce qu'il n'y a plus de liquidité en face. Il n'y a plus de USDT, par exemple. Euh, voilà. Donc, il y a ces deux choses-là qui sont dangereuses. Du coup, ils ont un score à 68%. Ça les plombe. Voilà. Donc là, il y a un 2 en rouge. Ça veut dire que les autres, c'est moins grave. S'il y a des soucis, c'est pas grave. Là, c'est gravité médium parce qu'ils ont un multisig, mais ils n'ont pas renoncé à
à la direction, à pouvoir changer le code. Ça, c'est des imperfections, donc c'est en vert, c'est pas grave. Ça, c'est tout bleu, très bien. Token liquidity, c'est le problème qui est marqué là. OK. Donc, plume, inquiétant au niveau des points filles. À tout moment, ils peuvent partir avec la caisse. Ça ne veut pas Mm. dire qu'ils vont le faire. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de le faire. C'est un peu comme disait Andreas Antonopoulos. Il y a une différence entre can't et won't. Donc, je jure que je vais jamais le faire. Je ne vais pas le faire. Ça, c'est won't, W-O-N apostrophe T en anglais. Won't do. Je jure que je vais pas le faire. OK, faites-moi confiance. Ça, c'est une posture. Et il y a une autre posture. J'ai brûlé les clés de gouvernance. Donc, je ne peux pas le faire. Même si le gouvernement me demandait de bloquer les comptes de telle et telle personne, je ne pourrais pas le faire. Je n'ai pas les clés qui permettent de le faire. Et ça, c'est can't, C-A-N apostrophe T, can't do. Donc la différence, c'est entre won't do et can't do. Ceux qui peuvent le Mm. faire, mais qui disent qu'ils ne le feront pas, et ceux qui ne peuvent réellement pas le faire. Si tu regardes, par exemple, l'Equity, eux, ils ont rendu les clés, ils ne peuvent rien changer. Même si le gouvernement mettait une épée sur la gorge des développeurs, ils ne pourraient pas. Je veux dire, il n'y a plus les clés. Ils devraient sortir une nouvelle version du Liquidity, un Liquidity V, je sais pas combien, tu vois, version je sais pas combien. Donc, Mm. c'est pas possible. Et ça, c'est une grande des grandes forces de la blockchain, c'est quand on a le can't do. Et justement, des points filles surveillent ce genre de choses. Est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils peuvent pas? Donc, c'est ça le score de liquidité par rapport au token. Voilà. Donc ça, c'est Plume. Donc il y a un risque de sécurité sur le token si l'équipe se fait hacker ou si l'équipe n'est pas honnête. Et il y a un risque avec la libération des tokens qui va arriver dans des mains faibles courant 2025. Et s'ils ne sont pas sous l'effet des projecteurs, le prix va chuter. Après, il faut aller voir plus en détail. Si je voulais en acheter, j'irais voir la roadmap. Quels sont les développements qu'ils ont l'intention d'annoncer, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux partenariats, les nouveaux listings sur des exchanges? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention d'annoncer en 2025 qui pourrait faire des effets d'annonce? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc ça, j'irai voir la roadmap si je voulais en acheter. Et deuxièmement, j'irai voir la traction. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent vraiment cet outil? Et ça, on le voit sur le site web du token. Et avec un peu de chance, on peut peut-être le voir sur DappRadar. DappRadar, s'ils sont déjà sur DappRadar, on va voir Plume, P-L-U-M-A. Alors. Non, ça, c'est le token. C'est pas intéressant. Le token, là, il manque l'app, la DApp, l'application décentralisée. Le token, c'est à peu près les mêmes infos que sur CoinGecko, donc finalement, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est la partie des applications. Et là, non, il n'y a pas mention d'une autre application. Donc, ils ont pas l'info. Sur DappRadar, ça veut dire que le projet n'a pas encore rempli le formulaire pour connecter. D'ailleurs, moi, j'aide des projets crypto de temps en temps, s'ils me demandent gentiment, parce que j'ai pas que ça à faire. Mais s'ils veulent monter dans les scores, des fois, je fais du consulting payant. Et des fois, si c'est un petit projet qui n'a pas encore, fait beaucoup d'argent, des fois, je le fais gracieusement, surtout si l'équipe est sympa. Et je les aide à monter leur score. Parce que des fois, c'est trop bête, quoi. Ils ont juste pas rempli les bons formulaires pour être référencés au bon endroit. Mm. Voilà. Donc, Plume, il faut aller vérifier sur le site web et sinon tu peux poser la question sur Telegram sur les utilisateurs des vraies fonctionnalités de RWA. Alors, qu'est-ce qu'ils ont transformé, qu'est-ce qu'ils ont tokenisé en matière de RWA et est-ce qu'il y a réellement des gens qui utilisent ça? Tu vois, ben, typiquement, on a la même chose sur RSR et là, on voit qu'il y a réellement plein de choses qui ont été tokenisées et plein de gens qui les utilisent. Ça se voit sur la TVL. On peut même le voir à d'autres endroits. Mais là, Plume, on n'a pas encore l'info.
Donc voilà, ce seraient les deux prochaines choses que je regarderais, c'est la roadmap et la traction. Traction. Très bien. Et puis l'autre que tu m'as demandé, c'était Viction. Alors, je ne connais pas du tout. Build, own, win and be part of Viction worldwide chain where everyone scales beyond limits. Ouais, mais concrètement, ça sert à quoi? Attends, ils sont là depuis longtemps, eux. Wow. Ils sont là depuis mars 2018. Mais ils ont bien rebondi, là. Punaise. Pas mal. Ça a l'air dynamique. Non, moi, je ne le connais pas du tout. Et qu'est-ce qu'on Je a? connais pas non plus. Bon, la TVL, elle est minuscule hein, en comparaison. Mais vraiment minuscule. En comparaison du market cap, 9%, c'est rien du tout. Viction, tu vois, Hmm. 751 000. Tu fais quoi avec ça? C'est comme s'ils n'avaient pas de TVL, quoi. Peut-être que, ouais, peut-être qu'ils sont pas optimisés sur la TVL. Peut-être que c'est pas le but du token d'avoir de la TVL. Mais du coup, on peut l'oublier. Le prix s'est cassé la gueule. Pourquoi? Est-ce que c'est la libération des tokens? Ben non, ils distribuent très lentement, hein, puisqu'ils vont libérer seulement 16% sur un an. Ça, c'est bien. Et encore, la prochaine libération, c'est le 29 octobre. Non, c'est pas ça qui les a plombés, je pense. Alors, allons voir la courbe du passé. Non, mais en fait, oula, ils ont eu une grosse libération fin octobre et là, ils ont de nouveau une grosse libération fin octobre. D'accord, c'est une fois par an. Si le projet est bon, c'est pas un problème. Parce que des fois, ils font des super annonces juste avant la libération Hmm. pour faire monter le prix et qu'il y ait des acheteurs en face pour la libération. Et en plus, après, il y a plein de gens qui attendent après la libération pour acheter. Et du coup, ça fait monter le prix après la libération. Surtout que là, il n'y a que, regarde, les seuls qui reçoivent, c'est les oranges. Et les oranges, c'est écosystème. Et écosystème, si c'est bien utilisé, bah, on peut dire que c'est comme s'ils avaient déjà tout distribué, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Les mains faibles sont entièrement distribuées. Donc, ça veut dire que les tokenomics, tiens, je vais le noter celui-là. OK, alors, Vic, noter tokenomics dans remarque Chantal, deux points, les mains faibles ont déjà tout reçu. OK. Donc, ça viendra monter un petit peu la note tokenomics. Je mets que des informations factuelles au centre. Jamais rien de subjectif. Ça doit toujours être basé sur des chiffres, mais je suis capable de faire évoluer une note un petit peu, hein. Ça va juste donner 20 points, mais ça va augmenter peut-être un chouïa. Mais c'est important de le savoir. OK. Ensuite, la technologie, ils ont fait seulement 400 commits en une année, c'est pas beaucoup. Mais bon, s'ils développent depuis longtemps. Alors, ça, c'est forqué. Ça, c'est eux. Ça s'intéresse à l'intelligence artificielle, toujours. Ça, c'est forqué. Qu'est-ce que tu dis? Ça s'intéresse à l'intelligence artificielle. Ah bah oui, tous ceux, bah, Elisa OS, maintenant, de nos jours, il y a tout le monde qui a pris Elisa OS chez lui, hein. Par contre, on dirait qu'ils ont publié du code après, parce que moi, quand je compte les commits, je compte je capture la date du fork et je compte seulement le code qu'ils ont ajouté eux-mêmes après le fork. Mhm. Registry, ah non, ça c'est un fork. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes récemment? Ouais, il faudrait aller voir. Mais j'ai toujours pas compris à quoi ils servent. Ah, Commitment to Accessibility Education Community. Ouais, c'est quand même assez vague, hein. Puis les Layer One, il y en a déjà tellement, on n'a pas besoin d'en de plus. Ah non, c'est clair. Oula, ça c'est un site web qui a été fait il y a 15 ans en arrière. J'avoue. Ouais. Ils ont des têtes un peu asiatiques. Ils ont...
Ouais, ils utilisent les outils, là, ok. Je sais pas. Écosystème. Ils ont peut-être fait des partenariats. Ouais, donc je sais pas du tout à quoi ils servent, en fait. Peut-être que la personne qui a demandé Vic, euh, c'est Parsia Sharifi. Peut-être tu peux nous dire pourquoi Vic t'intéresse et quelle est son utilité, en fait. Euh, ok. Bon, il a 3 paires Binance, donc il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Il a, il a quand même des jolis volumes. Si je clique sur volume ici, Binance, MEX, Bybit, Bitget, PingX, Gate, pas mal. Et au niveau des volumes, on a 1,6 million de transactions par 24 heures. Ah, mais oui, c'était Tomochin. D'accord. Euh, c'est bien qu'ils aient fait un rebranding. Ils ont fait quand le rebranding? J'adore étudier des cryptos. Je peux passer des heures à étudier des cryptos. C'est mon sucre. Ils l'ont fait en plein bear market, novembre 2023. Ok. Mais ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Bon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Euh, 24 millions de market cap, c'est quand même intéressant, hein. Ils sont à, ils ont eu un plus haut historique à 3,9 $ et ils sont donc à moins 94% du plus haut historique du prix et à moins 92% du plus haut historique du ATH, ce qui est un très bon score. Et ils ont distribué 22%. 22% des tokens qui existent actuellement ont été distribués dans l'année qui vient de s'écouler. Et dans le futur, ils vont distribuer 16% par rapport au market cap actuel. OK. Ils ont 2 paires de dérivés, mais ça, c'est tout petit. Personnellement, par rapport à l'autre, à l'ancien, je trouve que celui-là, il donne un peu plus envie, pour le coup, sur la Ouais, distribution des tokens, je trouve. c'est vrai. On va dire, effectivement, Vixion me ferait plus envie de l'étudier que Plume. Ouais. Ouais. Mais pourtant, Plume, il a un score de token metrics. Mais puis RWA est sous-évalué hein, Mm. comme narratif. Tandis que Vif, lui, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il a comme narratif, lui. À part Layer One, on a beaucoup trop de Layer One. Et, et franchement, le site web, ça me donne pas envie de l'étudier, du tout. T'es d'accord? Ah On dirait que oui, c'est on dirait que ça a été fait par un gamin, ça. c'est clair. Ouais, C'est pas propre du tout. pas propre du tout. Après, on verra bien ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils font des partenariats? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans leur Twitter? 227 000 abonnés, c'est excellent pour un si petit market cap. Ok, il y a un call. Ok. Donc, il y a 48 j'aime, ce qui n'est pas beaucoup pour 227 000 abonnés. Ici, il y a quoi? 32 j'aime. 4 000 vues, ok. Ouais, ça veut dire que c'est un public qui n'est pas très actif. Alors, 98. Ah, ouais, Coin 98, j'aime bien. Ok. Move Money. Bon, Move Money, on peut le faire avec Lightning Network sur Bitcoin ou avec n'importe quel outil. Bitviction. Bon, ça va, ils sont actifs. Ils sont actifs.
Je vois pas de partenariat spectaculaire, mais euh, après, il faudrait prendre le temps de dire ça plus en détail. Ah, il y a un truc, il y a une astuce pour gagner du temps quand on veut voir rapidement les news les plus importantes. Au lieu de scroller sur Twitter, ce qui prend beaucoup de temps, si on veut faire juste un premier filtre avant de prendre le temps de lire le Twitter, eh ben, je vais sur Vixion et enfin, je vais sur le Telegram. Et bon, là, ils mettent que les infos. Alors, soit il y a le Telegram Announcement, hein, comme là, et ils mettent que les infos les plus importantes. Tu vois, ils en mettent une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc, c'est quand même une sacrée sélection. Mhm. Et si c'est celui où tout le monde discute, tu sais, Community, à ce moment-là, je clique en haut à droite sur les messages épinglés. Et du coup, je vois que ceux-là, tu vois. Et ça me permet, en beaucoup moins de temps, d'aller voir les annonces les plus importantes au lieu de scroller sur Twitter. Ça me fait gagner un temps fou avant de décider si je veux prendre le temps de l'étudier plus en avant. Bon, voilà. Donc, je crois qu'on a assez parlé de Plume et Vix, mais c'était intéressant. Merci pour ta question. Euh, et il y a des nouveaux... Ah, voilà. Parsia Charifi nous dit, il est backé par Binance, zéro frais de gaz, centré sur les gens, Layer One, qui utilisent le consensus Proof of Stake. Alors ça, c'est vraiment tout ce qui est de plus banal, hein, tout ce qui est marqué là. Éventuellement zéro gas fee, il n'y en a encore pas beaucoup, il y en a quelques-unes qui font ça. Euh, mais c'est... En fait, il y a un moment, il faut bien les payer, les gas fees, sinon la blockchain, on ne peut pas récompenser les mineurs. Donc, il y a bien des gas fees quelque part. Mais Mhm. peut-être qu'ils peuvent être collectés d'une autre manière. Collabore avec Layer Zero, Moonplay, CoinGecko, oui, d'accord. Mais en fait, ils font tout ça, en fait. Euh, bon, c'est mieux parce que les scams ne font pas ça, par contre. Donc, C'est c'est clair. bien qu'ils fassent ça, mais ça ne les différencie pas des autres Layer One. Juste zéro gas fee éventuellement, mais ce serait à vérifier de quelle manière ils le font parce qu'il y a bien un moment, il faut encaisser quelque chose pour récompenser les mineurs, sinon il n'y a plus personne qui fait du minage. Qu'est-ce qu'on pense, Dimitri? Ah oui, 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 bah, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair que tant qu'il n'y a pas de gas feeds, ça Ouais. va être compliqué. Attends, Mais je il y a regarde. des fois, il y a des blockchains qui permettent de faire zéro gas fee parce que les frais de gaz sont très bon marché et parce que c'est le projet qui paye les frais de gaz, justement parce qu'ils sont bon marché, ça fait partie de leur budget. Ils payent les frais Mhm. de gaz et par exemple dans le gaming, comme ça, les joueurs n'ont pas besoin de payer des frais de gaz et comme ça attire plus de monde. Donc ça arrive. Mais de toute façon, il faut bien qu'ils encaissent quelque chose à un moment donné. Hein, sinon, la Ah oui, blockchain, c'est clair. elle n'est pas viable. Voilà. Mais merci d'avoir répondu. Hein. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. OK. Alors, revenons. On a étudié sécurité, technologie, tokenomics. Donc, on vient d'en parler. Après, dans les tokenomics, c'est pas seulement la manière de distribuer les tokens, c'est aussi qu'est-ce qui va pousser les gens à acheter les tokens. Donc, c'est l'utilité réelle du token, les tokenomics, et c'est aussi la rapidité de circulation des tokens. Hein, on appelle ça la velocity. Donc, s'ils sont bloqués dans du staking pour 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, du coup, ils ne seront pas mis en vente. Donc, ça réduit la pression à la vente. Mais ils sont bloqués dans du staking pour rapporter des intérêts. Et ces intérêts-là, oui, ils vont faire une pression à la vente parce que c'est une forme d'inflation. Ah, je vois que ta vidéo fonctionne de nouveau. C'est une catastrophe cette Mais vidéo. jette-la à la poubelle, François. C'est clair. Non, après, des fois, c'est juste un réglage. Tu sais quoi? Demande à ChatGPT, il va te trouver Ouais, une solution. ouais, je vais me renseigner. ChatGPT, il est capable de voir dans toute la blockchain tous les témoignages de gens qui ont eu le problème et les gens qui ont trouvé la solution. Le truc, il te faudrait 2 heures de scroll avant de trouver. Ouais, ChatGPT, c'est il te vrai. trouve ça en une fraction de seconde. Vraiment, moi, j'utilise presque plus Google, j'utilise ChatGPT, c'est une merveille. Et de mois en mois, il est plus efficace. Les gens qui ont arrêté de regarder ChatGPT il y a 3 mois ou 6 mois, s'ils reviennent dessus, ils sont complètement bluffés. Mm. Ah ouais, je Bon, suis tout à fait d'accord. ah ouais, Je suis c'est une entièrement merveille. d'accord. Par contre, si je veux publier quelque chose qui vient de ChatGPT, je vais vérifier toutes les sources. Je le harcèle avec les sources. Et je ne publie rien qui vient de ChatGPT si je n'ai pas vérifié mot après mot.
C'est quoi le site sur lequel vous êtes? Alors, ici, je suis sur l'outil cryptoscore.com. Alors, en anglais, c'est cryptoscores.com et en français, c'est lescoresdechantal.com ou bien chantal-langue.com. Et en fait, c'est une conversation sur Telegram. Alors, en français, c'est que pour mes apprenants. Et ils ont accès à une conversation. Ouais, il était planté tout à l'heure un petit moment, mais ça a duré juste 5 minutes. Euh, ils ont une conversation sur Telegram. Donc, je tape barre oblique le nom de la crypto, par exemple RSR, boum, et ça me sort l'analyse complète comme ceci. Et tout est cliquable. Et ça, c'est seulement pour mes apprenants qui sont dans mon groupe privé. Et c'est plutôt des gros comptes. Et alors, pour être accessible pour les petits comptes, j'ai sorti une version anglophone. Donc là, en ce moment, on est sur la version anglophone d'ailleurs. J'ai sorti une version anglophone, très bon marché. Il y a même une version gratuite qui donne 2 analyses par jour, mais ils peuvent pas choisir, les visiteurs peuvent pas choisir lesquelles, mais ils en reçoivent 2 bonnes par jour. La version payante, il y a il y a des versions à $50, $100 ou $500 par mois selon la quantité d'analyse qu'on veut pouvoir obtenir, le nombre de PDF en fait. Voilà. Celle à $500, c'est celle justement, c'est sans compteur, c'est absolument illimité. C'est celle que mes apprenants ont comme prestation dans mon groupe privé, en plus de toutes les discussions qu'on a dans le groupe privé. Euh, voilà. Donc, très bien. Ça, c'est pour répondre à la question. Donc, si quelqu'un veut accéder à la version grand public, c'est cryptoscores.com. Je clique. Voilà. Et la version gratuite, pas de carte de crédit, pas de login, pas d'email. Il suffit de cliquer ici. On se retrouve sur Telegram directement avec le bot Telegram en discussion. Bah, tiens, je vais le faire. Voilà. Et ensuite, on clique sur. Bon, là, moi, j'ai déjà du contenu, mais si on clique sur Start, mais pas trop le choix, c'est le seul bouton. Ensuite, on reçoit immédiatement un exemple de crypto et Score, mais il est flouté dans la version gratuite. Mais là, on reçoit immédiatement un exemple d'analyse crypto, une des meilleures du moment. Et il y a un tournus. Là, par exemple, celle d'aujourd'hui, c'était la meilleure dans l'écosystème dans la catégorie, dans le narratif d'intelligence artificielle, boum, c'était la meilleure. Et une demi-journée avant, c'était la meilleure dans l'écosystème Base. Et une demi-journée avant, c'était la meilleure parmi mes 8200 cryptos. Et une demi-journée avant, c'était la meilleure dans l'écosystème Bitcoin. Et une demi-journée avant, c'était la meilleure dans l'écosystème RWA. Et une demi-journée avant, c'était la meilleure dans l'écosystème gaming. Et puis, il y a un tournus, en fait. Voilà. Et 2 fois par jour, matin et soir, les personnes qui sont dans la version gratuite reçoivent une analyse gratuitement. Et mon but, c'est de les rendre absolument accros et qu'ils aient envie de pouvoir demander les analyses pour leur propre crypto ou celles qu'ils envisagent d'acheter. Et que du coup, alors, ils ont des boutons upgrade partout s'ils ont envie de upgrade. Voilà. Et puis après, là, il y a les différentes solutions. Mais la version gratuite, elle est déjà géniale, hein. Je suis tellement contente de pouvoir aider le public avec ça parce que c'est un bijou. J'adore ce logiciel. Je suis dessus jour et nuit depuis des années. Il m'a coûté plus de 500 000 euros à développer avec 6 développeurs pendant plus de 2 ans et on a fait vraiment un boulot magnifique. Voilà, en toute modestie. Bon, alors nous avons parlé des tokenomics. Je disais, oui, la pression à l'achat, c'est l'utilité du token. Donc, par exemple, je lui mets plus de points s'il a créé un stablecoin, ce projet. Je lui mets aussi plus de points s'il a... ah non, les wrapped, je mets des points dans la liquidité. Je lui mets plus de points pour différents paramètres. Par exemple, s'il a des produits dérivés. Voilà, donc je lui mets des points en fonction des paramètres de tokenomics. Et qu'est-ce que je voudrais montrer ici? Ben, typiquement, les produits dérivés, on est à cheval entre tokenomics et liquidité. Ça me fera une excellente transition. Donc, pour voir les produits dérivés, en fait, il faut, alors, dans la page CoinGecko,
on clique sur l'onglet Market, ça nous descend ici. Et pour aller voir les produits dérivés, donc ici, on est sur Spot. Attends, je suis en anglais. Attends, je vais passer en français parce que j'ai une majorité d'audience francophone. Alors, langage français. Voilà. Donc, je clique sur marché. Et cours au comptant, ben ça c'est spot, ça veut dire on achète réellement la crypto. Et contrat perpétuel et contrat à terme, ce sont des produits dérivés, c'est-à-dire on fait un pari sur l'évolution du prix de la crypto, mais on ne l'achète pas vraiment. On fait un pari et on échange de l'argent avec quelqu'un qui fait le pari inverse. Moi, je dis que Mm. ça va monter, toi, tu dis que ça va descendre. Allez, on fait un pari. C'est comme des gamins avec les billes dans la cour de récréation, sauf que c'est des adultes qui font ça avec des millions de dollars. Et c'est un vrai métier et il faut des grandes compétences. Voilà, mais c'est juste des paris. On ne les achète pas vraiment la crypto. Donc là, si je prends les plus hauts volumes sur Binance Future, on échange plus de 16 millions de dollars de transactions par 24 heures. Hein, ensuite, il y a différentes plateformes qui proposent des produits dérivés, donc différentes paires. On compare l'évolution de RSR par rapport à l'USDC. Des fois, il y a des comparaisons avec autre chose que des stablecoins, mais là, dans ce cas précis, il n'y a que des stablecoins. Et puis là, généralement, c'est vide. Ouais. Donc, ces contrats perpétuels, c'est là le plus intéressant. Et alors, pourquoi je lui mets des points dans liquidité s'il y a des dérivés? C'est parce que les gros comptes, ils adorent quand il y a des produits dérivés parce qu'ils peuvent se hedger, ils peuvent se protéger lorsque ils achètent par exemple beaucoup d'Ethereum, s'il y a une période où ils ont peur que les prix baissent, ils vont faire un pari à l'inverse dans les produits dérivés. Ça va leur bloquer une toute petite quantité d'argent parce qu'ils vont mettre un levier élevé. Et comme ça, ils sont couverts pendant cette période. Si tout d'un coup le prix d'Ethereum baisse, ben, ils perdent sur la valeur des Ethereum qu'ils possèdent réellement, mais ils gagnent sur ce pari qu'ils ont fait et l'un compense l'autre. Et des périodes où Ethereum est plutôt haussier, bah, ils enlèvent le pari et ils gardent leur Ethereum pendant ce temps et ils n'ont pas vendu leur Ethereum. Et ils gardent leur capital en quelque sorte. Mm. Donc ça leur permet de se protéger à certaines périodes avec des leviers. Comme ça leur bloque très très peu de capital. Et les gros comptes, les professionnels, ils apprécient énormément quand il y a des produits dérivés. D'ailleurs, on voit quand il y a beaucoup de produits dérivés, souvent la pointe de fin 2021 est plus élevée ou presque aussi élevée que la pointe du printemps. Parce que c'est les gros comptes qui ont fait monter la deuxième pointe à l'automne 2021. Ce n'est pas les petits comptes. Les petits comptes, c'était juste la pointe de bulle pour que les gros comptes puissent vendre, comme d'habitude. Mais la vraie montée de l'automne, c'était du FOMO. C'était les gros comptes qui étaient stressés d'avoir loupé le train. C'était du FOMO institutionnel. Ouais, c'était rigolo. Voilà. Donc, la liquidité, j'ai parlé des produits dérivés. Après, il y a le fait qu'il y a beaucoup de transactions. Hein. Là, on est à 41 millions de dollars de transactions par 24 heures. Alors, je le compare avec le volume, avec le market cap, parce qu'il est normal qu'une grosse crypto ait beaucoup plus de volume de transactions qu'une petite crypto. Donc, je divise l'un par l'autre, ça me donne un ratio et je mets une note à ce ratio en comparant les cryptos les unes avec les autres. Celles qui ont le plus haut ratio seront vert foncé, etc. Et les plus bas seront rouges. Donc, je mets des couleurs que sur les extrêmes. Hein. Voilà, donc ça, c'est un bon ratio. Ensuite, la TVL. La TVL, ben, c'est la Total Value Lock qu'on a vu tout à l'heure et je la compare aussi avec le market cap parce que c'est tout à fait logique qu'une crypto qui a beaucoup de market cap et un gros ratio, etc. Le nombre de paires pour les transactions, le nombre d'adresses actives. Voilà, donc ça me donne le score de la liquidité. Le score de la communauté, il est basé sur Twitter, il est basé sur Lunar Crush, hein, en fonction de est-ce que les gens sont plutôt optimistes ou pessimistes dans leur discours. Le sentiment se marie. La dernière fois qu'ils ont publié sur Twitter, ça vaut pas mal de points parce que les comptes inactifs, je leur enlève beaucoup de points. Voilà, donc ça, c'est la community. La partie communauté, en 2025, elle est spécialement importante parce qu'on est dans l'année de la bulle. Et il y a des fois des cryptos qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Et s'ils ont une bonne communauté, eh ben, ça peut faire monter les prix, même sans qu'ils aient une vraie utilité ou s'ils ont des tokenomics pourris. Ben, s'ils arrivent à faire monter la communauté, ils font des jolis pics. Voilà.
On a parlé de tout ça. La sécurité, on en a parlé au début. Il ne reste plus que l'opportunité. Donc là, le score opportunité, c'est le score court terme. Donc, court terme pour l'investissement, hein, je ne fais pas de trading, hein. Mais je sais que j'ai des apprenants qui font du trading en utilisant le score opportunité. À ce moment-là, quand on fait du trading, il faut mettre des stop-loss. Ah oui, là, oui. Absolument. Quand on met des leviers, il faut mettre des stop-loss. Quand on fait des produits dérivés, il faut mettre des stop-loss. Il y a plein de situations où il faut mettre des stop-loss. Mais moi, quand j'achète spot, je ne mets pas de stop-loss parce que sinon, je me fais sortir par la volatilité et ensuite, quand ça explose, je ne suis plus dedans. Donc, moi, j'aime pas mettre des stop-loss sur le spot, mais dans la plupart des cas autres, en fait, dans tous les cas autres qu'un achat spot simple, tous les cas autres, il faut mettre des stop-loss. Mais moi, je ne mets pas de stop-loss dans ces cas-là. Donc, ceux qui font du trading, je leur recommande de mettre des stop-loss. Et à ce moment-là, là, il y a des infos qui vraiment vont les intéresser parce que c'est des changements court terme. Est-ce que les baleines en achètent? Est-ce que le nombre d'adresses actives, la supply chain, mais tu vois, à très court terme ici. Euh, Mhm. euh, voilà. Donc, j'ai un peu fait le tour. Je crois que je peux arrêter le partage. Mais c'était génial, j'adore parler de ça. Est-ce que Dimitri, il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter, que j'ai oublié de montrer? Euh, non, je pense on est pas mal sur cet aspect étude de cas. Je trouve qu'on est bien. Il y a deux dernières questions avant qu'on termine ce live. Qu'attendez-vous par l'année de la bulle On est dans l'année de la Chantal? bulle. En fait, on a eu la bulle 2013, la bulle 2017, la bulle 2021. Il suffit de regarder la courbe de Bitcoin à long terme. L'année de la bulle, c'est maintenant, quoi. Alors, si je prends... attends, je vais juste partager l'écran. Voilà, partager. Si je regarde... Attends, j'attends juste que mon écran se mette comme il faut. Je ferme ça. Je mets une bougie par semaine. Voilà. Donc, on a eu la bulle 2020, 2013, on ne la voit même pas. La bulle 2017, la double bulle 2021. Attends, je vais masquer. Voilà. On a eu la double bulle 2021. Attends, je vais même masquer la courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'achat des stablecoins par les baleines. Voilà, je vais masquer ça. Je vais masquer l'indicateur pi de sommet de cycle. D'ailleurs, on n'est pas au sommet d'un cycle, hein. Pi nous dira probablement quand on sera au sommet d'un cycle. Voilà. Donc là, en fait, quand on était quelque part par là, là, à ce moment-là, quand on a commencé à chuter, les gens ont dit, ah, la bulle est déjà finie. Et après, ça a encore explosé. Et là, quand on a commencé à chuter là, les gens ont dit, ah, la bulle est finie, regarde, on est tellement haut comparé à la dernière bulle. Eh ben non, la bulle n'était pas finie. Et rebelote, et rebelote, et rebelote, jusque-là. Et puis après, il y a eu le creux de l'été, et ensuite, c'est remonté encore plus haut. Donc, quand on a l'impression que la bulle est finie, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est finie. Alors, il y a un moment, elle est vraiment finie. Il y a un moment, il faut vraiment vendre. Moi, mes apprenants, ils vendent, s'ils suivent ma méthode, hein, ils mettent les ordres de vente directement au moment où ils achètent. Donc là, quand il y a une montée comme ça ou une montée comme ça, j'ai plein d'ordres de vente qui vont se réaliser pour récupérer la mise de départ et pour prendre des bénéfices. Donc après, quand les prix descendent, eh ben, j'ai du cash pour racheter. Et mes apprenants, ils ont du cash pour racheter et c'est vachement agréable. Voilà. Par exemple, dans cette Je montée, fais là, pareil. ouais, tu fais pareil, tu as bien raison. Donc là, par exemple, j'ai vendu automatiquement, hein, sans faire exprès, j'ai vendu du AAV. Et comme AAV, j'en avais beaucoup, ben, ça me donne plein de cash pour acheter plein de petites pépites. Ou même, des fois, il y a des cryptos à un prix super bas, alors que c'est des meneuses de leur catégorie. Tu as des cryptos qui sont des meneuses de leur catégorie qui sont entre 100 et 200 millions de market cap. Mais c'est du pain Mm. béni. C'est du pain béni. Elles peuvent monter peut-être même à 10 milliards de market cap si c'est des meneuses. Donc, on a des opportunités magnifiques, à condition d'avoir confiance que les prix vont remonter. Mais quand on regarde les fondamentaux, tout ce qui se passe au niveau international, au niveau des législations, au niveau des autorisations bancaires, au niveau d'un million de trucs,
Il n'y a que la France qui va mal, le reste du monde est en train de légiférer dans le bon sens. Ouais, ouais, c'est un truc de fou avec. Ouais. On peut voir là la Banque Centrale Européenne qui a annoncé la sortie de son euro numérique, mais c'est une folie. Et à C'est de la côté de merde. ça, il y a les États-Unis, ils sont open bar Bitcoin et les cryptos. Ils ont annulé toutes les accusations que la SEC avait fait contre les entreprises américaines des crypto-monnaies. Il y avait Uniswap, il y avait Ripple, il y avait Consensus, bref. C'est deux mondes totalement différents. C'est un truc de fou. Moi, ça m'écœure d'être en France personnellement. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Ok, donc donc c'était ça l'année de la bulle. L'année de la bulle, c'est voilà. 2025 parce que c'est tous les 4 ans. Et il est possible que ça déborde un peu sur début 2026. On ne sait pas. On verra bien. Et Brice a une question. Comment vous faites, du coup, je pense, pour analyser son propre token? Alors, c'était Ok. il y a 10 Alors, minutes. si c'est le, si c'est, alors ça dépend du vocabulaire. Si c'est votre token de votre wallet que vous avez envie d'acheter ou que vous avez déjà et que vous hésitez à savoir si c'est bien ou pas, à ce moment-là, il suffit de suivre. Alors, si vous êtes à la Blockchain Business School, vous avez accès 3 mois gratuitement à mon logiciel. Hein. Sinon, venez dans la version gratuite parce que c'est cliquable. Vous pourrez voir les sources. Et après, vous allez voir la source et vous tapez le nom de votre crypto à vous pour aller voir les chiffres de votre crypto à vous. Alors, Brice, il dit non, celui qui créerait. Ah, génial. Alors, le propriétaire du token, alors il faut savoir que moi, je mets tous les jours les scores à jour sur 8200 cryptos qui sont à la fois sur CoinGecko et CoinMarketCap. Donc, une crypto qui n'est pas encore sur le marché secondaire, je n'ai pas de PDF. Par contre, si elle a déjà une traction, si elle a déjà une courbe d'abonnés Twitter, oui, je peux l'aider à analyser son truc, mais je ne vais pas pouvoir fournir un PDF. Si votre crypto est déjà sur le marché secondaire, oui, alors là, je peux vous aider à améliorer votre score. Et à ce moment-là, il suffit d'aller faire barre oblique le nom de la crypto et vous obtiendrez votre propre PDF et vous allez voir où sont les points rouges, les points verts, vos forces et vos faiblesses. À la limite, si vous avez une crypto qui est déjà sur CoinGecko et CoinMarketCap, contactez-moi sur LinkedIn, Chantal Leng sur LinkedIn, facile à trouver, et parlez-moi dans la messagerie LinkedIn et dites-moi quel est le nom de votre token et je vous enverrai le PDF, à condition qu'il soit déjà sur CoinGecko et CoinMarketCap avec un prix. Il doit avoir un prix sur CoinGecko, un prix sur CoinMarketCap. Et il y a quelques cryptos qui ont 0 $ de transaction depuis plusieurs jours. Et si elles ont 0 $ chez CoinGecko et 0 $ chez CoinMarketCap depuis je ne sais plus combien, du genre une semaine, à ce moment-là, je ne fais plus le PDF. Il y a des filtres. Il y a des filtres dans mes outils. Voilà. Donc, Donc, mais il- normalement, il y a des chances que vous soyez dans les 8200. Donc, contactez-moi sur LinkedIn. Mettez-moi le nom de votre crypto. Je vous envoie gratuitement le PDF. Ça me fait toujours plaisir de parler avec des builders. J'adore les builders. J'adore les gens qui lancent des projets crypto. Ce sont les créateurs du monde de demain. On est les architectes du monde de demain. Et il faut qu'on s'entraide. Voilà. exactement. Ben, merci Chantal, merci à tous. Brice dit qu'on s'était déjà contacté, mais j'ai loupé le rendez-vous. Donc, Il faut me recontacter et solliciter mon indulgence. Parce que j'ai pas que ça à faire. Je peux dire, il y a tellement de gens qui me contactent. Mais c'est clair. Brice, si tu me dis, on s'est parlé sur le live de la BBS, ben, je te mettrai en haut de la pile. Voilà. T'inquiète pas. Ben, merci à tous d'être venus en tout cas à ce live. Merci Chantal. Avec Je plaisir. sais pas si tu as un mot de la fin, quoi que ce soit, ou je te laisse clôturer ce live si tu le souhaites. Volontiers. Le mot de la fin, c'est étudier, apprenez, vérifiez. Et de nouveau, étudier, vérifier, étudier, vérifier. Parce que tout ce que vous apprenez, c'est une richesse intérieure qu'on ne pourra jamais vous voler et Hmm, qui augmente votre valeur interne. À la exact. fois pour votre portefeuille, mais aussi pour votre carrière et pour votre capacité à bien réussir votre vie. Apprendre tout le temps, tout le temps. Faut toujours apprendre. Exactement. Ben, merci Chantal, merci à tous et puis passez une très bonne soirée.
Bonne soirée à tous.